le groupe de société et les procédures préventives. Notre droit des entreprises en difficulté est traversé par deux courants majeurs qui ne vont pas toujours dans le même sens. Le droit saisit le débiteur, personne physique ou morale. Le débiteur est le sujet de la procédure. Mais le droit des entreprises en difficulté traite de l'entreprise, entité économique et sociale au contenu et aux formes souples. La notion s'est affirmée sous la plume d'un législateur dont le nom est désormais immortel. La loi Badinter de 1985, ça remonte à quelques années maintenant, a créé la cession d'entreprise, en même temps qu'elle supprimait, opportunément, qu'elle abolissait la présomption de responsabilité des dirigeants de l'article 99, du sinistre article 99 de la loi de 1967. En matière de prévention, l'appréciation in concreto du business model, des flux financiers, de l'organisation sociale est primordiale pour poser le bon diagnostic et, enfin, partager ses conclusions pour parvenir à un accord. Je me rends compte que j'ai lu mes pages à l'envers, donc je n'ai pas remercié. C'est terrible ça, hein, c'est terrible. Quand on est concentré sur un sujet, j'aurais dû commencer par ça, donc pour remercier l'Université de Lyon de nous accueillir et de vous accueillir, je peux le faire maintenant. Pas d'obstacle. Bon, c'est un peu rock'n'roll, mais écoutez, c'est bien quand même. Je voulais remercier aussi nos partenaires, dont le Tribunal des activités économiques de Lyon, l'Université bien entendu, le Barreau de Lyon, le CDE, le Centre de droit de l'entreprise, et bien entendu tous les intervenants qui aujourd'hui vont se pencher sur ce sujet dont j'ai déjà dévoilé l'essentiel, en termes de sujet simplement, pas de contenu. Donc le groupe de société est-il un sujet, un objet des procédures préventives ou les deux? Nicolas et Benoît ont réuni un panel d'experts d'une très grande qualité, par ailleurs tous très sympathiques, qui vont nous en parler et je passe la parole au professeur Nicolas Borga. Merci. Merci beaucoup, cher Antoine. Alors, je vais vérifier que mes pages sont dans le bon ordre. Alors, je remercie bien sûr l'association Droit et Commerce, plus particulièrement son président Antoine Disbecq et maître Benoît Cortillet, avec lequel j'ai eu le plaisir de préparer cette 12e édition des Assises de la prévention. Puis je remercie Madame Isabelle Aubard du côté de Droit et Commerce et Victor Destable du côté de l'IDEA pour tout le travail de préparation de cette manifestation. Et bien sûr, l'ensemble des professionnels et des collègues qui ont accepté de venir participer aux tables rondes thématiques de cet après-midi. Et je remercie tout particulièrement M. Bruno Da Silva, le président du TAE de Lyon, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui interviendra sur un sujet qui lui tient à cœur, la prévention. Un sujet, je dirais, on va dire, qui est un sujet traditionnel à Lyon, puisque le tribunal de longue date a développé une pratique particulière pour rendre les procédures de prévention particulièrement attractives. Alors, j'ai regardé un petit peu, je vais pas remonter dans le temps jusqu'aux premières assises de la prévention, mais Dijon en 2021, Nancy en 2022, Toulouse en 2023, Bordeaux 2024 et Lyon en 2025. Nous sommes ravis d'accueillir ces 12e assises de la prévention. Et quand Benoît Courtillet est venu me trouver pour que l'on commence à envisager un programme, j'avoue avoir été saisi d'un doute, puisqu'il s'agit tout de même des 12e assises de la prévention. Et il fallait essayer, si possible, d'aller vers des terres encore inexplorées. Alors, c'est pas si simple parce que les procédures préventives, c'est somme toute assez peu de textes, même si progressivement la conciliation s'est enrichie du point de vue législatif, assez peu de textes et beaucoup de pratiques. Il n'est donc pas toujours aisé pour un universitaire de faire preuve d'originalité à cet égard. Alors certes, le législateur nous rend bien service, alors plus aux universitaires qu'aux praticiens, j'en ai conscience, puisqu'il est régulièrement sujet à une crise de réformite, et on aurait pu se saisir d'une autre question. Quelle réforme pour les procédures préventives? Et je vois que Antoine l'a noté peut-être pour la 13e édition des assises de la prévention. Mais finalement, nous avons choisi de nous intéresser plutôt
à l'entreprise structurée en groupe. Je rejoins ici les propos d'Antoine. L'entreprise structurée en groupe pour essayer d'envisager les difficultés qui peuvent se présenter lorsqu'une ou plusieurs entités du groupe ont besoin de recourir à la désignation d'un mandataire ad hoc ou à l'ouverture d'une procédure de conciliation. Et de manière un peu arbitraire, nous avons décidé d'envisager 3 thèmes. Une première table ronde va être consacrée à la question de l'ouverture des procédures préventives. Ce n'est pas le thème le plus original. L'originalité, c'est l'ouverture des procédures préventives, notamment dans un contexte international. Vous verrez que finalement, c'est une question qui est assez peu, voire pas du tout traitée, puisqu'on se focalise généralement sous cet angle-là plutôt sur les procédures judiciaires. La deuxième table ronde aura pour thématique l'efficacité des procédures de prévention à l'épreuve des modalités de financement du groupe. Enfin, la troisième envisagera le sujet délicat de l'équilibre des intérêts en présence entre intérêt social, intérêt du groupe et intérêt des actionnaires. Bonjour à toutes et tous et merci donc d'être venus assister en distanciel ou en présentiel à ce colloque de droit et commerce qui s'articule, comme il a été rappelé précédemment, autour de 3 tables rondes relatives aux procédures préventives et aux groupes de sociétés. Nous vous proposons dans un premier temps une première table ronde avec les interventions du professeur Thomas Mastrullo, professeur à l'Université du Luxembourg, de maître Éric Bolland, administrateur judiciaire, de maître Baucher-Robinet, Mylène Baucher-Robinet, avocate, et de Véronique Dobel, avocate également. J'aurai le plaisir donc d'animer cette table ronde qui s'articulera autour de 3 points, puisque nous allons traiter des règles de compétences nationales et internationales en présence d'un groupe de sociétés et de la coordination des acteurs de ces procédures. Avec donc trois points principaux, comme je viens de l'indiquer. Je propose, sans plus tarder, de passer la parole à maître Baucher-Robinet pour examiner et rappeler les règles de compétences applicables en situation de groupe dans un cadre interne dans un premier temps. Nous verrons un rappel donc des dispositions légales et ensuite une discussion s'ouvrira avec les professionnels au sujet des incidences pratiques que ces règles entraînent. Merci. Alors effectivement, quelques éléments pour poser le débat sur les principales règles de compétences territoriales internes. Donc compétences territoriales, c'est-à-dire qu'on voit ici la compétence rationnelle loci par rapport à la compétence matérielle. Et on va s'intéresser tout d'abord à une situation purement interne, donc pour des sociétés qui intéressent ou des groupes de sociétés qui sont situés sur le territoire français. On verra tout d'abord le principe avant d'aborder les exceptions en matière de compétences territoriales internes. Alors le principe. Tout d'abord, le principe, le chef de compétence principale nous est donné par l'article R600-1 du Code de commerce, qui nous dit, s'agissant des sociétés personnes morales, que le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures du livre 6 du Code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur personne morale a son siège. Donc la notion de localisation du siège. Il s'agit du siège statutaire, tel que donné dans les statuts, où la société s'est enregistrée, mais il est considéré unanimement que ce siège doit correspondre au siège réel. Il pourrait être défini, par exemple, comme le lieu où le débiteur exerce effectivement son activité économique, où il gère l'administration de l'entreprise. Alors, j'ai donné cette définition, mais à ma connaissance, et peut-être qu'on pourra soulever la question pour la salle, en cas de contrariété, je ne connais pas pour le droit interne une théorie ou une définition juridique, une jurisprudence abondante en cas de localisation du siège réel distincte de celle du siège statutaire, et cela par comparaison à ce qui peut exister en termes de droit international.
On a quand même une règle importante, fixe, qui nous est donnée par ce même article R600-1, c'est celle du délai de carence, c'est-à-dire que si la personne morale transfère son siège, c'est le tribunal initialement compétent, du ressort du siège initial, qui va rester compétent pour connaître de la procédure de prévention ou collective, et ce pendant un délai de 6 mois. Donc en droit interne, c'est un délai de 6 mois. Voilà pour le principe. Alors, c'est un principe d'ordre public, je crois même d'ordre public international sur la compétence en matière de procédure collective. Néanmoins, le code de commerce prévoit un certain nombre de dérogations à ce critère de compétence. Alors, je vais en rappeler trois séries de règles dérogatoires de compétence. Sans priorité, enfin, n'y voyez pas une ordre de priorité. Je vais commencer tout d'abord par les règles de sélection de certains tribunaux pour connaître des procédures collectives. Pourquoi ? Parce que tous les tribunaux de commerce ne sont pas compétents pour connaître, pour statuer en matière de procédure collective. Tout d'abord, une liste a été fixée par décret pour désigner par département les tribunaux appelés à se prononcer en matière de procédure collective, en estimant qu'un certain nombre de tribunaux n'avaient pas suffisamment de moyens et de compétences nécessaires pour statuer sur cette matière complexe. J'ai appris cet élément en préparant la conférence. Je ne savais pas que tous les tribunaux de commerce n'étaient pas compétents, mais cette règle existe. Et puis surtout, celle que l'on connaît mieux, qui est un peu fondée sur cette même approche, cette même présomption, c'est celle qui est issue de la loi Macron d'août 2015 et qui a abouti à la création des tribunaux de commerce spécialisés, des 18 tribunaux de commerce spécialisés. Et là, c'est l'article L721-8 du Code de commerce qui va fixer les règles de compétence. Alors, on a deux séries de règles qui permettent de rattacher la procédure à la compétence du tribunal de commerce spécialisé. Une première série de règles qui est fondée sur le caractère international de la procédure. Je n'y reviens pas, nous sommes dans le cadre interne. La deuxième série de règles est une série sont des règles par rapport à la taille de la société. Donc, on a des seuils, des critères de taille pour les plus grandes entreprises ou pour les entreprises qui appartiennent à des groupes de sociétés. Je vous renvoie à cette disposition du Code de commerce. Sont visées précisément les procédures collectives, sauvegarde, redressement, liquidation et la conciliation. Puis du mandat ad hoc, il n'est pas visé par le texte. Deuxième série de règles que je pourrais nommer comme les règles d'extension de compétences pour les groupes. Et on a une disposition spécifique dans le Code de commerce, qui est l'article L662-8, qui prévoit le rapatriement, ou si on peut dire la centralisation, devant un tribunal de commerce de la connaissance des procédures collectives pour les sociétés mère-fille. Ici, on va analyser la relation mère-fille au sens de la notion de contrôle de l'article L233 et suivant du Code de commerce. C'est pour les sociétés mère-fille, on a des effets ascendants et descendants. Comment ça se passe en pratique? C'est un peu la règle du premier arrivé, premier servi, compétence du premier tribunal de commerce saisi. Si une procédure collective est en cours au bénéfice de la société mère et qu'il faut ensuite ouvrir une procédure contre sa filiale, c'est le tribunal qui connaît de la procédure de la mère qui va attirer en quelque sorte la compétence pour connaître de la procédure de la fille. Et vice-versa, si la procédure est en cours au niveau de la fille, on a une attraction de compétence vers la mère. Ce qui fait bondir une certaine partie de la doctrine. Je vous citerai par exemple le professeur Perrochon qui critique sévèrement l'effet ascendant de cette disposition, étant pour le professeur Perrochon une extension aberrante, insensée, favorisant le forum shopping. Mais qu'on se rassure, la loi Macron de 2015 a apporté une certaine limite, puisque pour les plus gros dossiers, lorsque la compétence de la mère revient à un TCS, ce sera le TCS qui attirera la compétence pour l'ensemble des procédures, quand bien même une procédure serait déjà en cours devant le tribunal de la fille. L'affaire sera renvoyée au niveau du tribunal de commerce.
Les procédures concernées, alors, il n'y a pas de disposition, il n'y a pas de visa, à ma connaissance. On parle de procédure, donc sauvegarde, RJ, liquidation judiciaire. Je pense que ça ne fait pas débat pour la conciliation. Peut-être qu'on peut s'interroger sur le mandat ad hoc. Et enfin, dernière série de règles que l'on pourrait dénommer ou regrouper sous la qualification de règles de dépaysement. Vous avez une première série de règles avec le privilège de juridiction lorsqu'il y a des soupçons d'impartialité, lorsque des auxiliaires de justice sont partis à des litiges, qui permet de délocaliser le litige ou la procédure collective devant la juridiction limitrophe. Mais vous avez surtout, celle dont on parle beaucoup, le dépaysement de l'article L662. Qu'est-ce que c'est que cet article L662 ? Donc, on ne tombe pas dans les clous des autres règles. Que fait-on pour centraliser nos procédures devant une même juridiction ? Eh bien, on peut procéder par voie de requête. Lorsque les intérêts en présence le justifient, solliciter cette mesure d'administration judiciaire pour demander le regroupement des procédures. Donc, requête auprès du premier président de la Cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation, selon la situation, le fait de savoir si les tribunaux concernés relèvent du ressort de la même Cour d'appel. Cela marche aussi pour le mandat ad hoc et la conciliation. Et ce qui est intéressant, c'est que ces dispositions prévoient aussi des prorogations de compétences. Quand vous utilisez ces dispositions pour ouvrir en prévention, la loi vous permet d'avoir un suivi de dossier en procédure collective si la procédure collective est ouverte directement après la prévention. C'est très bien pour le prépac ou les sauvegardes accélérées, peut-être avec des questionnements complémentaires. Si on a un protocole d'accord de conciliation qui commence à être exécuté et que ce protocole échoue, qu'une procédure collective s'ouvre, est-ce que la procédure collective suit directement la procédure ? La question peut être posée. En tout cas, il y aurait sans doute fort intérêt à ce que la même juridiction connaisse du dossier. Voilà pour l'état des lieux récapitulatif en matière de compétences internes. Alors, nous allons reprendre nos travaux. Alors, je suis ravi d'accueillir à côté de moi Maître Ségolène Coiffet, avocate qui a une activité plutôt représentation d'établissements financiers et de banques. Maître Marianne Sauvébeau, qui est une avocate, mais qui est plutôt une avocate généralement de débiteurs. Maître Éric-Étienne Martin, administrateur judiciaire. Et Olivier Artaud, commissaire aux comptes et conseil financier. Donc, on va évoquer ensemble l'efficacité des procédures préventives à l'épreuve des modalités de financement du groupe de sociétés. Et ça a été évoqué déjà aujourd'hui, les groupes de sociétés sont très peu appréhendés par les textes du livre 6 du Code de commerce, un peu sous l'angle des questions de compétences avec l'article 662-8, mais pour le reste, finalement, c'est un peu l'inconnu. Mais l'entreprise structurée en groupe, elle, c'est une réalité. Et à cet égard, il y a un peu, en quelque sorte, un décalage entre cette réalité pratique et puis une approche du droit des entreprises en difficulté qui, traditionnellement, amène à raisonner entité par entité, alors que le praticien, lui, raisonnera de manière beaucoup plus globale à l'échelle du groupe. Et c'est ce qu'on va voir ensemble sur le terrain des questions de financement. Pour entamer cette table ronde, je voudrais qu'on envisage la question des financements à l'ouverture d'une procédure amiable. Et peut-être, Olivier, peux-tu nous faire un petit point sur la particularité des groupes du point de vue du financement dans ce contexte de procédure amiable? Donc bonjour à tous, merci Nicolas pour me donner la parole pour effectivement introduire ce sujet du financement à l'intérieur des groupes de sociétés. Alors, la particularité d'un groupe de société, c'est que c'est à chaque fois très spécifique, c'est-à-dire que pour le coup, contrairement à une entité juridique qui est relativement simple, la complexité juridique du groupe de société fait que dans chaque situation, on va être dans une situation particulière où effectivement, les modalités de financement seront différentes d'un groupe à un autre. Alors, ça va être différent pour plusieurs raisons. La première raison, déjà, c'est le secteur d'activité, puisqu'on aura des secteurs d'activité qui seront plus ou moins capitalistiques et donc qui nécessiteront plus ou moins de financement. On aura des secteurs d'activité qui seront plus ou moins bankable,
On parlait, Eric parlait tout à l'heure de la promotion immobilière, bon, pas très bankable comme secteur d'activité, surtout par les temps qui courent, et donc des grosses difficultés de trouver du financement bancaire classique, et on aura beaucoup plus d'obligataires ou de moyens de financement, on va dire, un petit peu différents. Et puis, il y a bien évidemment l'historique de la création d'un groupe. Il ne faut jamais oublier qu'un groupe n'est que finalement l'amalgame de sociétés qui se sont rapprochées par le biais de fusion, de croissance externe, d'apport, etc. Donc, on a malgré tout le poids de l'historique de la construction du groupe qui va avoir un impact sur la structuration du financement. Donc, on aura forcément des financements historiques dans les sociétés qui ont été rachetées ou qui se sont liées à la société mère. On a également l'impact de la stratégie de financement du groupe. Vous avez des groupes qui logeront davantage leur financement dans les filiales opérationnelles parce que l'essentiel des investissements se fait au niveau des filiales, que c'est toujours plus facile d'avoir un financement en phase d'actifs, notamment pour que les banques puissent prendre des garanties. Et puis, oui, par ailleurs, vous avez des groupes qui ont plutôt tendance à loger l'essentiel des financements au niveau de la société mère, qui portera ce qu'on appelle du financement plus structuré, et puis la société mère, à travers notamment des conventions de trésorerie, va jouer finalement le financeur intragroupe, et c'est elle qui lèvera les financements externes, et puis ensuite apportera via des conventions de prêt ou via une convention de cash pooling du cash aux filiales qui en auront besoin. Donc en fait, toutes les situations sont possibles. Une chose est certaine en revanche, c'est que ça rend les choses beaucoup plus complexes à l'intérieur d'un groupe que si effectivement on regarde une entité seule, une entité isolée. La lecture même du groupe d'un point de vue juridique est plus compliquée. On a la problématique aussi quelque part du niveau d'intégration des filiales dans le groupe. On a plein de situations différentes, encore une fois, et c'est pas tout à fait la même chose d'avoir une participation de 99% ou de 100% dans une filiale ou d'avoir une participation de 10%. Et ça pose des problématiques également en matière de transmission du cash à l'intérieur du groupe. Donc une complexité finalement liée même à l'existence du groupe qui a un impact sur son financement et qui, on le verra dans le cadre notamment des procédures amiables, va rendre les choses un petit peu plus délicates, notamment par le fait qu'avec un financement qui va se balader un peu partout dans les sociétés, on aura des intérêts des créanciers qui ne seront pas forcément tous alignés, et ça va rendre les discussions un petit peu plus complexes. Merci Olivier. Alors, dans le cadre de nos discussions préparatoires, il y a des éléments qui sont assez vite apparus, notamment la question des covenants bancaires qu'on est susceptible de rencontrer. Et je voulais demander à Ségolène peut-être de nous dire un peu à quoi on peut s'attendre, notamment en la matière dans un contexte de groupe. Alors d'abord, merci Nicolas et bonjour à tous. La pratique d'installation de covenants dans la documentation bancaire concerne, il faut le dire quand même, des prêts d'une certaine importance et la plupart du temps qui sont faits par des banques en pool. Donc, et dans un contexte de financement un peu structuré, on ne va pas aller jusqu'à dire sophistiqué, mais un peu structuré, la plupart du temps, notamment dans les contextes de financement LBO. Et ce qu'il faut dire aussi, parce qu'il faut pas oublier que les banques françaises sont pas toutes seules en train de financer leur marché. Le financement bancaire, il est aussi mondial et la documentation, parfois assez structurée, est liée à ces considérations-là. On a globalement une documentation, je ne vais pas dire standard, mais en tout cas assez uniformisée dans le monde entier, qui permet justement pour un prêteur d'être sécurisé quant au financement qu'il va consentir. Et c'est dans ce cadre-là, souvent, on a ce qu'on appelle les covenants ou les ratios, les engagements de faire, les engagements de ne pas faire. Alors, ces dispositions-là sont pas faites pour absolument serrer le kiki de l'emprunteur, c'est pas l'objectif absolu, mais objectivement, une banque qui prête de l'argent, elle le prête pour un jour être remboursée. C'est quand même un peu une évidence, mais vaut mieux le rappeler. Et dans ce cadre-là, d'une certaine façon aussi, elle engage sa responsabilité. Elle est là aussi, ou elles sont là aussi pour surveiller, et encore une fois, pas s'insérer dans la gestion, bien que certains ont pu l'écrire, on pourrait en reparler, mais elle est là pour vérifier que le financement qu'elle a consenti, dans un cadre bien précis,
dans un contexte de marché précis, avec des projections précises, un BP et une anticipation de l'activité à venir, et bien que ce financement-là pourra se rembourser comme il a été prévu au départ qu'il se rembourse. Et ces covenants, ces engagements de faire ou de ne pas faire, ces ratios sont là justement pour permettre de vérifier si on est dans les clous, si on commence à ne plus l'être, si on l'est plus du tout, si ça dévisse complètement, et pour éviter justement la catastrophe et prendre des mesures avant. Donc il ne faut pas voir forcément ce genre de choses comme des empêcheurs de tourner en rond ou des cas de blocage dans les discussions et les négociations. Au point de départ, ce sont des sortes d'alertes qui sont mises en place. Alors elles sont contractuelles, elles sont chiffrables et chiffrées, qui permettent au banquier d'être alerté sur la situation de son emprunteur et le cas échéant de tirer la sonnette d'alarme avant qu'il ne soit trop tard pour le faire. Merci Ségolène. Alors, je lisais une excellente revue, Bulletin Joly Entreprise en difficulté, dernier numéro, et une discussion apparaissait justement relative à la prise en compte de la structure en groupe de société par les juridictions consulaires. Et il était indiqué par un praticien qu'une pratique se développerait devant certaines juridictions consulaires, consistant à imposer aux débiteurs la fourniture d'éléments d'information prenant en compte la situation de l'ensemble du groupe et pas simplement la situation de la société qui dépose la requête, notamment les éléments relatifs au cash consolidé ou d'éventuelles conventions de cash pooling. Et dans certains cas, il serait même demandé une attestation du CAC ou de l'expert comptable de la société, donc ce qui n'est pas prévu par l'article R611-22, et donc ce qui semble susciter une certaine crispation, même si a priori j'ai l'impression que c'est pas encore la pratique lyonnaise. Alors ça, je vous prends un peu au dépourvu parce que ça, j'en avais pas fait état dans nos discussions, mais est-ce que vous avez éventuellement une réaction à cet égard? Oui, alors le point de vue de l'avocat, parce que finalement le seul qui soit au rendez-vous d'ouverture de la procédure, c'est souvent l'avocat. C'est très variable suivant les juridictions. Moi, je n'ai jamais eu de demande au titre d'une convention de cash pooling ou d'un fonctionnement de cash pooling dans le groupe. En revanche, il est évident que suivant d'abord le secteur d'activité, tout à l'heure, Éric Bolland et Olivier, vous parliez de l'immobilier. En ce moment, j'aurais tendance à dire qu'un président qui examinerait une requête dans un groupe immobilier avec des SPV, etc., serait bien avisé peut-être d'essayer d'avoir effectivement une vision consolidée et aussi de la totalité du groupe et des flux de trésorerie. Mais, pardon, ça y est, je n'ai plus d'existence, excusez-moi. Mais pour rester sur le sujet plus général du groupe, d'abord, c'est très variable suivant les juridictions. L'exigence d'information n'est pas du tout la même au stade de la requête. Il y a une tendance à demander quand même de plus en plus de documents que je vois un petit peu partout, notamment pour le mandat ad hoc où la loi ne prévoit pas la fourniture d'un certain nombre d'éléments et où aujourd'hui les juridictions demandent la même chose que pour la conciliation. Il est évident que si on met une holding sous procédure en prévention et que c'est elle qui porte l'endettement du groupe, bah évidemment que la juridiction présidentielle risque de demander des éléments sur les autres sociétés du groupe, puisque la capacité de remboursement et donc de traitement des difficultés dépend quand même de ce qui se passe ailleurs. En revanche, quand on ouvre une procédure sur une filiale ou que sur des filiales, l'examen est plutôt individuel. Voilà. Ce qu'on voit ces derniers temps, et on le voit notamment au TAE de Lyon, notre président était là tout à l'heure, on ne le voit plus, c'est que lorsqu'il y a des comptes courants intragroupes qui sont importants, il est souvent demandé au cours de l'entretien que l'on justifie que l'exigibilité n'en a pas été prononcée. C'est en général pas très compliqué puisque c'est de président d'une filiale à président d'une autre, donc ça ne pose pas de difficultés particulières. Alors, ce sujet des conventions de compte courant amène à la question de l'éventuelle caractérisation d'un état de cessation des paiements. L'avance en compte courant faite par la mère ne correspond pas nécessairement à un passif exigible, notamment si il est prévu un délai de remboursement ou si le remboursement n'est pas réclamé. Et je crois qu'Olivier, la difficulté que tu rencontres parfois à l'échelle de groupe, c'est justement les possibilités de circulation du cash qui peuvent rendre plus délicate cette caractérisation d'une absence ou d'une présence de l'état de cessation des paiements.
Oui, effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à l'intérieur d'un groupe, notamment lorsqu'il y a des conventions de cash pooling, mais la convention de cash pooling, finalement, n'est qu'un document juridique qui vient encadrer une pratique qui existe déjà en réalité sur le terrain, hein, puisque dans un groupe, bien évidemment que le cash, il a tendance à circuler en fonction des besoins. La problématique qu'on a, c'est que tout le monde le voit circuler, mais personne ne sait où il a le cash souvent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on fait un peu ce qu'on veut dans un groupe. C'est difficilement lisible d'un point de vue comptable parce que il faut pas oublier non plus qu'on a différentes natures de flux financiers. On peut avoir véritablement des flux à caractère financier qui vont transiter soit par des comptes courants, soit par des comptes de prêts et de dettes. Mais vous avez aussi des flux économiques à l'intérieur d'un groupe. Les sociétés travaillent entre elles, elles font du business entre elles, et donc ça va aussi transiter par des comptes clients et des comptes fournisseurs. Donc il y a à la fois des éléments qui vont se balader dans du BFR, dans du besoin en fonds de roulement, et puis des éléments qui vont se balader par des comptes courants, donc qui seront financiers, un petit peu plus faciles à tracer. Néanmoins, on sait très bien qu'on peut tirer sur les délais de règlement client de manière naturelle quand on a des difficultés, mais de manière encore accentuée quand on est entre sociétés d'un même groupe. Parce que pour le coup, il y a quand même communauté de décision, donc on fait un peu ce qu'on veut. Donc ça veut dire qu'en résumé, dans un groupe, on peut localiser le cash à peu près où on veut. Ça, c'est le premier sujet. Et deuxième sujet, c'est qu'on peut le localiser de manière plus ou moins discrète. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément hyper lisible à la lecture des comptes, étant entendu que, bien évidemment, il ne faut pas oublier que, sauf si le groupe a une obligation d'établir des comptes consolidés qui nous permettra d'avoir une vision globale, mais la plupart du temps, on a uniquement des comptes sociaux. Donc, vous avez 10 sociétés dans un groupe, 10 comptes sociaux. Je vous mets au défi d'aller repérer à la lecture des 10 bilans comment s'est baladé le cash. C'est pas si simple que ça. Ça veut dire que ça nécessite forcément une analyse un petit peu détaillée. Donc, effectivement, le sujet n'est pas très simple à l'intérieur d'un groupe et c'est relativement facile, entre guillemets, de faire circuler un peu le cash, sachant que, encore une fois, toutes les sociétés ne sont pas au même stade de difficulté dans un groupe. Donc, vous pouvez avoir des sociétés qui sont en procédure de redressement du judiciaire, d'autres qui sont en sauvegarde, d'autres qui sont en mandat et d'autres qui sont in bonis. Bon, résultat des courses, il y a des intérêts qui sont divergents et encore une fois, comment on va caractériser ces différents postes, notamment de compte courant, à l'intérieur d'un groupe, sachant que, encore une fois, la notion de la personnalité morale d'un groupe n'existe pas. Ça veut dire qu'on doit raisonner d'un point de vue stricto sensus juridiquement entité par entité, même si il y a un intérêt économique du groupe supérieur, même si cette notion de groupe elle existe, mais surtout d'un point de vue financier avec l'obligation d'établir des comptes conso, d'un point de vue social avec les notions d'US, d'un point de vue fiscal avec l'intégration fiscale, mais d'un point de vue juridique elle n'existe pas. La personnalité morale du groupe de société n'existe pas. Donc ça veut dire que encore une fois, on va avoir finalement une difficulté d'équilibre entre l'intérêt de l'entité qu'on est en train d'étudier et l'intérêt ultime du groupe. Et la question est de savoir, est-ce que finalement la société ne s'est pas dessaisie de moyens de financer qui, quelque part, l'ont mis en difficulté au profit d'un groupe et finalement, ou d'une société mère, ou d'une société sœur, ou d'une société fille. Mais est-ce que c'était bien dans son intérêt? Est-ce qu'on n'est pas allé au-delà de ce qu'elle aurait dû faire ou pu faire? Et donc, ça rejoint aussi toutes les questions finalement d'intérêt social qui sont directement liées à ces problématiques de transmission de flux à l'intérieur d'un groupe. Et qui seront évoquées à la table ronde suivante. Alors, sur cette question de la circulation du cash, notamment la possibilité de compte courant débiteurs, Ségolène, je crois que tu voulais exprimer le point de vue, peut-être le regard de porter la banque là-dessus. La banque ou les partenaires d'ailleurs, qu'ils soient banquiers ou pas, de la société, mais c'est vrai que dans les procédures amiables dont on parle, les interlocuteurs principaux, hormis des dossiers très spécifiques, c'est évidemment les établissements banquiers ou en tout cas prêteurs. Et c'est vrai que les positions de compte courant dans le mauvais sens, comme on dit, la fille débitrice de sa mère ou de sa sœur, c'est pas joli, c'est pas interdit. Ce qui est beaucoup moins permis, c'est que c'est une situation qui perdure. Et quand on voit d'un exercice à l'autre des comptes courants qui sont dans le mauvais sens, qui restent dans le mauvais sens et qui augmentent même dans le mauvais sens et qu'on pose la question et qu'on répond, mais il n'y a pas de problème, il y a une convention de cash pooling et puis de toute façon, il y a l'intérêt du groupe. Moi, ça me donne des boutons et les banques aussi. Enfin, on peut pas se satisfaire. La convention de cash pooling n'est pas une grande lessiveuse.
qui permet nécessairement de maintenir des positions débitrices de filles à l'égard de leur mère ou de leur sœur. Et c'est pour ça, c'est vrai que c'est une préoccupation, mais parmi d'autres, de la part des banques et plus généralement des partenaires financiers, qui est de dire, bon, on a cette situation-là, il ne s'agit pas de la maintenir dans la durée, on ne peut pas rester dans cette situation-là, donc il va falloir, pour l'avenir, il y a des mesures juridiques, il peut y avoir des mesures financières, on peut faire des fusions, des apports et tout ce que vous voulez pour rétablir des positions dans le bon sens. Mais c'est sûr que, pour répondre, Nicolas, à ce que tu disais, ça fait partie des choses qui attirent l'attention des banques et qu'elles ne laissent pas passer. Vous verrez pas une banque, enfin moi je les vois pas faire, signer un protocole de conciliation dans lequel il est écrit noir sur blanc qu'il y a un compte courant débiteur dans le mauvais sens, et puis on dit rien de plus. Ça va pas rester comme ça. Donc on peut l'écrire parce qu'il faut avoir une vision complète de la situation du groupe et de ses positions financières, mais on va écrire aussi que dans les mois ou les années qui viennent, on va faire ce qu'il faut pour que la situation se rétablisse et au minimum ne s'aggrave pas. Oui, donc c'est une vraie préoccupation. Ségolène, sur Oui. la question des clauses de défaut croisées et peut-être de l'incapacité de cet article L611-16 à s'y opposer. En fait, je trouve que le sujet est assez théorique. Alors d'abord, les banques connaissent par cœur très bien ces dispositions-là. J'ai encore jamais vu personne, maintenant c'est trop ancré dans les pratiques, j'ai encore jamais vu une banque dire vous avez ouvert une procédure, j'accélère le crédit. Ah, ça n'existe pas, de soi elle ne pourrait pas, la clause est non écrite, même si, il faut être clair, dans toutes les documentations de crédit, il est écrit que si l'emprunteur ouvre une procédure amiable ou une procédure collective, ça entraînera un cas de défaut. C'est écrit partout. Je passe mon temps à dire à mes associés qui rédigent les financements, arrêtez d'écrire ça, ça sert à rien. Mais il paraît que c'est important pour les Anglais, les Américains, ils aiment bien voir ces trucs, ça leur fait plaisir, ça les rassure. Bon, mais en tout cas, les banques françaises savent très bien que c'est proprement inapplicable. Après, c'est vrai, on a souvent dans les documentations, et attention, on parle encore une fois des documentations de crédit qui font 100 pages, 150 pages, pas le contrat bilatéral entre une banque et son emprunteur avec de la documentation, entre guillemets, maison. Mais on a dans ces contrats assez structurés des cas de défaut qui tiennent à l'ouverture d'une procédure sur une filiale du groupe. Effectivement, tu as raison, ça existe. Mais c'est un peu, en fait, à l'instar des covenants ou des ratios dont on parlait tout à l'heure, en début de propos, c'est un peu dans le même objectif. L'idée, c'est d'avoir une information. L'idée, c'est de pouvoir contrôler ce qui se passe, de pouvoir en tirer des conséquences, d'éviter que ça dérape sans qu'on en sache jamais rien. Mais là, c'est pareil. Je n'ai jamais vu une banque tirer parti du fait qu'elle est prêteuse d'une entité et que la fille ou la sœur a ouvert une procédure, accélérer le crédit. Jamais. Sinon, peut-être que Marianne a l'air de l'avoir vu, mais parce que la banque avait un mauvais avocat. Ça doit être ça. Mais je l'ai jamais vu. En revanche, ça permet d'avoir de l'information, d'en tirer éventuellement des conséquences en termes de négociation. Là, je suis complètement d'accord. Mais après, aller au bout du chemin pour accélérer le crédit, puis surtout, ça fait une belle jambe à la banque qui, de toute façon, ne se fera pas rembourser, objectivement. Donc, elle peut se faire plaisir et dire, moi, quand elles me disent, oh ben, on va prononcer l'exigibilité anticipée, on va tout réclamer. Je dis, c'est super, puis vous allez faire quoi? De toute façon, la boîte ira déposer, elle ne pourra pas vous payer, ou elle ira se mettre en sauvegarde, elle ne vous paiera pas non plus. Donc, en fait, elles ne le font pas, objectivement. Mais toi, tu en as vu qu'ils l'ont fait. Non. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Une banque n'a pas intérêt à mettre une des sociétés en cessation des paiements, puisqu'elle va demander l'ouverture d'une procédure, et la banque sera payée peut-être sur 10 ans. Donc, non, moi, j'ai effectivement jamais eu le cas non plus, mais parce qu'on raisonne la banque, mais on pourrait imaginer qu'il y ait des telles clauses dans des contrats autres auprès de partenaires de l'entreprise. Hein. Parfois, ça arrive, on le voit, c'est pas courant, mais ça arrive. Que ce soit des partenaires financiers ou des partenaires opérationnels. Et là, je dirais que la bonne parade, c'est qu'on est quand même dans des procédures qui sont confidentielles et que rien n'oblige à aller leur en parler non plus, sauf s'il faut négocier avec eux. Voilà. Merci Marianne. Alors je voudrais qu'on passe au deuxième point de cette table ronde, ce qu'on appelle la gestion des négociations et la répartition des efforts entre les entités. Et Ségolène, tu me disais que la banque, de toute façon, elle va avoir nécessairement une approche assez globale des difficultés. Alors en tout cas, elle va, même si la procédure amiable, c'est de ça qu'on parle, est ouverte sur une seule entité ou sur quelques-unes des entités du groupe,
si la banque est engagée sur les autres entités, elle va regarder son risque global, c'est sûr. Elle va regarder ses intérêts au global. Même si on est parfaitement d'accord, il n'y a pas de personnalité morale, il n'y a pas de sujet juridique groupe, et il devrait y avoir autant de procédures amiables que d'entités concernées, mais on ne va pas ouvrir une procédure amiable sur un groupe, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que, et c'est assez, me semble-t-il, logique, la banque est prêteuse à différents étages ou à différents niveaux, sous différentes formes de crédit, forcément, bien entendu, qu'elle va regarder son risque au global, et quand elle fait sa note de crédit en interne, elle va pas se contenter de dire j'ai fait un prêt à moyen terme de 150 000 euros à la boîte machin chose, qui est aujourd'hui en mandat ad hoc, truc. Elle va dire, ben voilà, j'ai ce prêt moyen terme ici, j'ai des engagements par signature, truc, j'ai des concours court terme sur la filiale d'exploitation, je suis engagé avec des cautionnements de marché, que sais-je encore, et c'est logique. Et donc, ça pose parfois la question de ce qu'on appelle improprement l'extension d'une procédure initialement ouverte sur une entité à d'autres, une ou plusieurs autres entités du groupe. Non pas pour dire il faut mettre tout le monde en mandat ou il faut mettre tout le monde en concile, c'est pas. Mais juste, si vous voulez considérer l'endettement et si vous voulez qu'on discute restructuration, sans doute va-t-il falloir se pencher aussi sur les autres financements et donc voir un peu plus large dans la procédure amiable. Mais c'est pas forcément systématique. S'il y a des sociétés qui se portent très bien, qui remboursent très bien leurs crédits et pour lesquels il n'y a jamais eu de difficulté, je veux dire, la banque n'est pas plus royaliste que le roi, elle ne va pas nécessairement exiger qu'on restructure son crédit qui se porte bien. Marianne, peut-être sur cette question du périmètre des négociations. Alors, sur le question effectivement du périmètre des négociations, qui n'est pas anodin, je vois souvent des dirigeants, voire des conseils qui ont tendance à raisonner globalement en disant bah, mettons-les toutes en mandat ou en conciliation et on verra ensuite. Pourquoi ça n'est pas anodin? Parce qu'une fois qu'on a fait entrer une entité du groupe dans le périmètre du mandat ou de la conciliation, c'est excessivement difficile, voire impossible en pratique, de l'en sortir. Or, on se retrouve, donc on a dit effectivement pas de personne morale groupe. Ça veut dire que quand on trouve un accord et qu'on écrit ce protocole d'accord avec les banques notamment, c'est un protocole qui va intégrer toutes les sociétés du groupe, tous les engagements financiers restructurés et tous les engagements pris par les différentes sociétés du groupe vis-à-vis des banques, le cas échéant. Donc, inutile effectivement d'aller mettre des sociétés du groupe qui n'ont pas besoin de restructurer leurs prêts ou qui parfois en ont tellement peu que sur des durées si peu longues que ça ne vaut pas forcément le coup. Si on peut éviter, il vaut mieux les laisser dehors. Et le deuxième chose, c'est qu'on voit souvent le sujet des SCI dans les groupes, notamment quand les actionnaires sont les actionnaires du groupe des sociétés opérationnelles ont des SCI qui louent les bâtiments d'exploitation que les ont en crédit bail sous-loués aux sociétés d'exploitation. Et ce que moi je vois souvent en pratique, mais je ne sais pas, Ségolène peut-être moi, mais Ségolène elle a peut-être aussi des dossiers beaucoup plus importants. On voit souvent des banques qui souhaitent amener dans la conciliation, dans la négociation, les SCI. Pourquoi? Parce qu'elles se disent, d'abord des fois, il y en a qui sont mieux garanties évidemment sur les prêts des SCI, donc elles préfèrent évidemment restructurer ceux-là et restructurer peut-être un peu moins les autres. Et l'intérêt qu'elles y voient, c'est qu'une fois qu'on a amené la SCI dans la conciliation, ça permet la banque accorde un standstill à la SCI sur ses propres engagements bancaires et la SCI accorde une suspension, une franchise de loyer, une réduction aux sociétés opérationnelles. Alors évidemment, ça préserve la trésorerie des sociétés opérationnelles et parfois on n'a pas le choix, hein, on est obligé de passer par là. Mais quand ça n'est pas nécessaire, et là c'est un point de vue avocat débiteur, hein, bien sûr, quand ça n'est pas nécessaire, il vaut mieux laisser la SCI en dehors. Pourquoi? Parce que si la conciliation échoue et que les sociétés opérationnelles doivent partir en procédure collective, ça met fin à la négociation pour elles, mais il reste le sujet des SCI et parfois on a discuté pendant longtemps, on a eu un standstill déjà d'1 an ou voire plus, et quand vous devez rattraper 1 ou 2 années de crédit bail, par exemple, et que vous avez des actionnaires des SCI qui n'ont pu que déclarer les créances de loyer au passif, c'est quand même en pratique beaucoup plus compliqué et on voit des fois des situations compliquées avec des actionnaires qui ne sont pas en bonne position pour aller négocier avec les banques. Voilà. Donc, il y a un intérêt stratégique à bien dessiner le contour de son mandat et on peut toujours l'étendre si nécessaire.
Ouais, en fait, quand on met dans la cause, entre guillemets, une SCI ou autre d'ailleurs, hein, ça procède d'une réflexion consistant à dire où est-ce qu'on peut trouver des efforts, où est-ce qu'on peut trouver de l'économie de cash, qui gagne de l'argent et qui gagne de l'argent, par exemple, en étant bailleur des locaux du groupe. Souvent, c'est la SCI du groupe. Et donc, on dit, bah, écoutez, vous nous demandez de geler les crédits pendant 24 mois. Bah, le bailleur, il va faire aussi pareil. Il va geler le remboursement de ses crédits. Alors, en général, c'est pas la même banque sur la SCI qui demande en dessous parce qu'il y en a une qui a intérêt à se faire payer. Bon, mais voilà. Alors, ça, on dit la SCI parce que c'est souvent comme ça que c'est dans certains groupes où des SCI un peu de côté sont les bailleresses des différents locaux. Mais en fait, c'est déclinable à n'importe quel partenaire de la société. Sur le mode, alors je sais qu'elles agacent souvent avec ce genre de réflexion, mais sur le mode, on va tous faire des efforts et il n'y en a pas un qui va s'en tirer à bon compte. Voilà, c'est plutôt ça. Vous nous demandez des trucs, ok, on va regarder, mais on va pas regarder tout seul. Alors, on a que fait l'actionnaire, évidemment. Est-ce que vous, madame l'actionnaire, monsieur l'actionnaire, est-ce que vous allez participer à l'effort? Que font les autres partenaires? Que font les fournisseurs? S'il y a des fournisseurs un peu stratégiques, bon, bah, il y a peut-être des choses à négocier avec eux. Que font globalement tous les autres partenaires? Nous, banques, on n'est pas les seuls partenaires de la société, donc on n'est pas les seuls à devoir faire des efforts et on les fera pas tout seuls. Et elles le font jamais toutes seules. Elles trouvent toujours un truc. Oui, oui, mais pardon, Ségolène, simplement, ouais, très rapidement. Moi, j'envisageais le cas où la SCI avait elle-même des engagements financiers, parfois auprès des mêmes établissements, et que ça suppose donc de suspendre aussi. Voilà. Et que parfois, il y a des rapports de force entre établissements bancaires entre eux, évidemment. Il faut savoir qu'on a une doctrine de la commission des études juridiques de la Compagnie nationale des commissions aux comptes qui est un peu sévère en la matière, qui s'impose à nous, puisque c'est notre doctrine, qui nous dit que dès lors qu'on a un bris de covenant, c'est-à-dire que, par exemple, on clôture 31 décembre 2025 et au 31 décembre 2025, les covenants ne sont pas respectés. Bien évidemment, l'entreprise, avant le 31 décembre, elle ne le sait pas forcément, parce qu'elle n'arrête pas les comptes avant la date de clôture. Donc, ça veut dire que c'est déjà un exercice qui est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il faut que la direction financière du groupe ou de la société soit déjà capable de mesurer comment les comptes vont atterrir pour savoir si on respecte ou pas les covenants. Bon, en général, dans un groupe qui est un peu en difficulté, la visibilité, elle est rarement très très fine. Donc, ça veut dire qu'en général, on découvre après la date de clôture qu'on a brisé les covenants, qu'on n'a pas respecté les covenants. Et là, la problématique, c'est que notre doctrine est très claire, c'est de dire si vous n'avez pas renégocié avec la banque, c'est-à-dire atterri sur une renégociation avant la date de clôture, on considère qu'il y a exigibilité des dettes et donc financière, et donc tout doit être classé à moins d'un an. Alors, c'est pas du tout pragmatique. Nous, ce qu'on aurait aimé, c'est que éventuellement il y ait une négociation qui soit enclenchée avant la date de clôture et que cette négociation ait abouti avant la date d'arrêter les comptes, c'est-à-dire mars, par exemple. C'est-à-dire que là, ce serait quand même beaucoup plus conforme à la réalité du terrain. Et finalement, traité comme un événement post-clôture en disant le fait générateur, bah, c'est le fait que j'ai engagé une discussion avec ma banque parce que je me doutais que j'allais pas respecter mes covenants. Et avant que j'arrête mes comptes, bah, j'ai atterri sur un accord. Et donc, par définition, il n'y a aucune raison de considérer que la dette bancaire est exigible. Bon, ben, le bon sens, malheureusement, ne l'a pas emporté à la commission des études juridiques de la Compagnie nationale parce que c'est pas la doctrine de la profession. Alors, qui est idiote, et je suis le premier à le dire, mais qui s'impose à nous, malheureusement. Donc ça, c'est pour le coup assez contre-intuitif et pas très aidant pour personne. Si vous arrivez à faire bouger la commission des études juridiques, je serais très heureux sur ce point. Et on peut peut-être travailler ensemble, mais donc ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet que tu abordais, Eric, c'est effectivement la problématique de certifier les comptes. On doit certifier les comptes dans le cas du respect d'un des principes comptables, on en a un 10, qui est le principe de continuité d'exploitation, c'est-à-dire qu'au moment où on certifie les comptes, on doit être à peu près sûr que la société ne sera pas en état de cessation des paiements dans les 12 mois qui viennent. La problématique, c'est qu'effectivement, quand il y a des discussions instantiles, etc., on n'en sait absolument rien. Et donc là, il y a deux possibilités qui s'offrent aux commissaires aux comptes. Une première possibilité, s'ils considèrent que la probabilité que la boîte soit toujours là, eh bien, et qu'il est un peu sport, à ce moment-là, il va certifier les comptes sans réserve, simplement avec une observation
qui va renvoyer à l'annexe des comptes dans lequel on va essayer de mettre un maximum d'informations pour expliquer les négociations en cours. Ça, c'est la version la plus positive du commissaire aux comptes et qui a relativement confiance, on va dire, à la fois dans la procédure et dans son client, parce qu'il y a aussi un problème de confiance accumulée de la relation qu'on a avec le client qui fait qu'à un moment donné, on sera plus ou moins conciliant et plus ou moins constructif. Et l'autre version, c'est que pour le coup, j'y crois pas ou j'en sais absolument rien. Et à ce moment-là, je vais refuser de certifier les comptes pour incertitude sur la continuité d'exploitation. Donc, ce n'est pas un refus pour désaccord, c'est un refus parce que je suis incapable de me positionner sur la continuité d'exploitation à 12 mois. C'est les deux voies qu'on a en tant que commission. Merci, merci Olivier. Alors, il nous reste assez peu de temps, donc il faut qu'on soit, je pense, assez synthétique pour éviter de trop déborder. Il y a un ou deux points qu'on avait évoqués ensemble qui ne sont pas forcément spécifiques à la question des groupes en procédure préventive, mais peut-être que Eric, tu voulais dire un mot tout de même sur la question de la variation des taux. Et puis après, j'aimerais vous interroger, mais c'était vraiment une question en fait d'universitaire qui n'est pas au fait des réalités pratiques. J'ai appris du coup qu'il n'y avait qu'un protocole rédigé pour plusieurs entités. Donc on dirait aux étudiants, il y a un instrumentum et plusieurs négociums. Donc je voulais vous interroger sur la question de la gestion de l'accord lorsqu'une société est par exemple amenée à demander l'ouverture d'une procédure collective, mais que les autres ne le sont pas, avec des accords dont vous m'expliquiez qu'au général, ils contiennent une clause indiquant que toutes les clauses de l'accord sont interdépendantes les unes des autres. Quelques mots sur le sujet. Voilà, c'est Ségolène. Mais c'est des sujets qui nous réunissent plusieurs fois. Alors, on va dire régulièrement. Le sujet de la restructuration, comme on dit un accord sur la restructuration de la dette par rapport au budget budgétaire, se pose la question des deux. En général, les établissements bancaires considèrent que, étant donné que les durées et les maturités de prêt sont peu difficiles, elles vont avoir à se refinancer sur le marché. Il y a un taux au jour de la souscription du contrat, il y a quelques années de ça. Et aujourd'hui, vous refinancez au taux du jour qui va être à 4, 4,5 plus la marge de la banque. Donc, en chérie, de façon qu'on se dit, un cours de vente au bancaire avant la signature du protocole, de nous donner un taux. Parfois, on a la réponse qu'elle ne nous donnera pas de taux, parce que le taux sera donné, le cours sera émis là avant. On a constaté dans la opération une intervention. Donc là, vous avez des gens qui vous demandez d'acheter des bons, vous n'avez pas la tête. Donc, c'est pas possible. Donc, on demande aux établissements bancaires plusieurs rondes de négociation de nous donner un tunnel. Le taux sera entre ça et ça. Et évidemment, c'est toujours un tunnel cher. Donc, il y a des gens qui, là, ça fait quand même quelque chose qui est très, très différent des taux du marché du moment. Donc, c'est quand même des discussions qui sont très difficiles pour le dirigeant, qui ne comprend pas comment il peut signer une structuration de ses prêts sans en connaître le et c'est récurrent. Donc, c'est un sujet sur lequel on discute régulièrement. Tous les établissements, en plus, n'ont pas la même politique. C'est quand même ça aussi. Très perturbant pour le dirigeant, c'est un qui parle de 1 qui propose du 3 à 3,5, et l'autre qui parle de 1 qui propose du 5, 6,5. Donc, on arrive aussi à des politiques différentes des établissements bancaires. Il n'y a pas d'unité dans le protocole, même s'il y a un seul protocole. Non, mais c'est vrai que je peux pas dire que ça n'est pas un sujet. Effectivement, et les banques le comprennent aussi. Hein. Alors, on l'a vu, là où c'était criant, entre guillemets, c'était sur les PGE. Parce que les PGE de 2020 et 2021, ils étaient à des taux entre 0,5 et 0,9. Mais c'était représentatif du coût de financement des banques à l'époque, parce que je rappelle que tout le monde le sait, mais le principe, c'est que c'était des crédits qui devaient être facturés à prix coûtant. Le prix coûtant, c'est quoi? C'est le coût auquel la banque se finance. Elle ne se finance pas toutes au même coût. C'est pour ça qu'il n'y a pas des taux uniques. Et puis, quand il s'est agi de les restructurer 2, 3, 4 ans plus tard, les coûts de financement des banques avaient explosé. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des taux d'intérêt toujours
avec le respect du principe de facturation à prix coûtant. Il n'y a pas de marge sur les PGE. Mais à prix coûtant, c'est pas la peine de me regarder comme ça, Eric. À prix coûtant, on s'est retrouvé avec des PGE à 4%, 5%, parfois 5,5%. Et c'est vrai aussi que, comme on parle de groupes bancaires différents qui ne se financent pas tous au même prix ni de la même façon, c'est pour ça qu'on a des disparités, parfois objectivement du simple au double entre un établissement d'un groupe et un établissement d'un autre groupe. Alors, on essaye, parce que moi, je peux évidemment parfaitement entendre qu'avant de signer, on ait besoin de savoir combien ça va coûter. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est alors donner des taux indicatifs à date. Si effectivement, si on signait l'avenant au crédit aujourd'hui, voilà à combien serait le taux. Et on essaie aussi, dans la mesure du possible, de signer l'avenant qui décline le protocole, l'avenant au contrat de crédit, pas trop longtemps après le protocole, justement pour essayer de rester dans. Alors, ça ne veut pas dire qu'en 24 heures, les choses ne peuvent pas complètement déraper, surtout aujourd'hui, et les taux dévisser ou augmenter, mais on essaie de laisser le moins de temps possible entre le protocole et l'avenant au crédit, justement pour rester un peu dans les clous de la restructuration financière. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que les banques comprennent. Hein, je veux dire, elles sont pas. Mais on sait pas aujourd'hui, on sait pas dire et on peut pas dire au moment du protocole le taux, ça sera celui-là. On sait pas faire. Du coup, peut-être pour terminer, si vous voulez dire un mot sur la question de la gestion des sûretés, on pourra, mais comment est-ce qu'on aménage le protocole existant quand l'une des entités vient demander l'ouverture d'une procédure collective pour faire en sorte que le reste du protocole puisse en quelque sorte survivre? En fait, pour moi, c'est pas parce que c'est vrai que on a un texte qui nous dit que l'ouverture d'une procédure collective met fin au protocole qui a été signé et constaté homologué quelques années avant. Bon, de mon point de vue, ça ne concerne évidemment que l'entité qui se retrouve en procédure collective. On ne va pas aller faire peser la sanction sur les autres qui vont bien, qui exécutent le protocole. Ça n'aurait aucun sens. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que il y a le protocole, c'est une chose, mais le protocole, il reste jamais tout seul. Il y a de la documentation d'exécution, et là, pour le coup, chaque entité va avoir ses avenants à son contrat de crédit, avec les clauses qui la concernent, et j'ai vu à de très nombreuses reprises, malheureusement, des entités signataires d'un protocole de conciliation entrer en procédure collective quelques jours après, là où les autres ne l'étaient pas, ça j'ai beaucoup vu. Je n'ai jamais vu que, pour le coup, ça a été l'espèce de risque systémique sur toutes les autres entités, même si, effectivement, on écrit dans un protocole, mais en fait, on signe un contrat commun. Il me paraît logique de dire que tout se tient et que moi, je t'ai donné ça parce que tu m'as donné ça. En gros, hein, c'est quand on écrit les clauses d'indivisibilité ou les clauses de défaut croisé, c'est ce que ça veut dire. Après, objectivement, les parties se sont toujours mises et se mettent toujours autour d'une table. Si vraiment l'entité qui est en procédure, s'il se trouve que ça crée une difficulté d'exécution pour les autres, on en parle. On en parle. Voilà. Mais je n'ai pas vu, et en plus c'est l'intérêt de personne, je n'ai pas vu quelqu'un qui viendrait dire, écoutez, maintenant, puisque machine est en procédure, moi, je me sens plus lié par rien à cause des clauses de défaut croisé d'indivisibilité, donc je suis délié de tous mes engagements, j'ai bien le droit, et débrouillez-vous. J'ai jamais vu ça, objectivement. Peut-être un petit mot. Alors, c'est vrai, moi non plus, je ne l'ai jamais vu. Pourquoi? Parce que une banque a jamais intérêt, on l'a vu tout à l'heure, à précipiter une société qui fait face à ses engagements et qui respecte le règlement de sa dette restructurée. Quel est l'intérêt pour une banque de dire finalement il y en a une qui a déposé, le protocole est résolu, enfin il a pris fin, et donc payez-moi comme c'était prévu par exemple à l'origine. Donc ça n'aurait pas d'intérêt pour la banque. Après, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on nous oblige à mettre dans les protocoles de conciliation tout un tas de clauses qui sont extrêmement dures et souvent, parfois quasiment automatiques. Elles peuvent être déclenchées par n'importe une seule banque de l'ensemble des banques vis-à-vis de l'ensemble des sociétés. Et je trouve ça dommage. J'entends bien, Ségolène, qu'on ne les met pas en œuvre, mais bon, elles existent quand même et juridiquement, elles sont contraignantes. Donc, je trouve que ce serait bien s'il y avait une évolution là-dessus, mais je sais bien, et je ne suis pas naïve à croire qu'il y en aura une, parce que, comme le dit Ségolène, les banques, elles aiment bien avoir ces clauses pour des tas de raisons liées après, derrière,
même si elles les mettent pas en œuvre. Non, mais on dit les banques, mais en fait, il se trouve que Ouais. moi, je représente tout le temps des banques, donc je parle des banques, mais toutes les parties au protocole, me semble-t-il, ont intérêt à ce que ça tienne la route et que ce soit d'équerre juridiquement, et qu'une partie puisse pas rester engagée si une autre qui était engagée vis-à-vis d'elle ne respecte pas son engagement. Enfin, c'est ça l'idée et l'idée pas de forcer des gens à accepter des choses qu'ils veulent pas accepter. Par exemple, quand on met des clauses d'exigibilité anticipée, moi je dis toujours aux banques, vous faites ce que vous voulez avec ce qui est à la main de l'emprunteur, mais vous n'allez pas créer un défaut sur l'emprunteur au motif que Monsieur X, Y ou Madame Z n'a pas respecté ses engagements. Typiquement. Donc on le fait pas ça. Quand même, me semble-t-il, on reste mesuré. L'idée c'est que ça soit sécure juridiquement pour tout le monde. Encore une fois, on ne contraigne pas quelqu'un à rester engagé alors qu'il n'a pas la contrepartie de son engagement. Et vraiment, ça, je fais attention à ce qu'elle fasse attention aussi, de ne pas faire peser sur l'emprunteur quelque chose qui n'est pas à sa main. Parce que ça, pour le coup, je considère que c'est presque abusif. Enfin, c'est comme si on disait à un emprunteur, j'accélère ton crédit parce que ton actionnaire n'a pas fait le job. C'est évidemment pas possible. Alors, je suis d'accord. C'est vrai que quelque part, quand on représente les sociétés émettrices, c'est plus facile de négocier le protocole d'accord quand on a un cabinet en face pour les banques. Et c'est le cas pour le cabinet évidemment de Ségolène, parce qu'on a un interlocuteur unique qui est un juriste et on arrive effectivement à faire les choses. Voilà, ce qui est le cas quand même de la plupart des dossiers de notre région, il n'y a que l'avocat du débiteur et qu'il faut relire et revoir le protocole. J'aimerais pas être à ta place. Uniquement avec les affaires spéciales des banques. On se retrouve avec des clauses dans tous les sens et ils veulent que, à chaque fois que, j'exagère un peu, mais enfin, à chaque fois qu'il y a une pluie qui tombe, il faudrait que tout puisse devenir exigible. Au final, souvent avec des clauses qui sont assez contradictoires les unes avec les autres et qui finalement, moi souvent j'ai observé ça, je me suis dit, si un jour elles veulent en mettre une en œuvre, ça va quand même pas être facile pour elles. Voilà. Mais après, tout le monde a quand même une vue pragmatique du dossier. Et chacun a souvent intérêt à ce qu'il soit simplement respecté, sans le faire sauter, bien sûr. Il ne manque jamais, dans les procédures, les FIBEN, c'est-à-dire les déclarations des banques à la Banque de France. Et vous apercevrez que tout ce qui est moyen terme, elles sont déclarées en court terme. Donc, quand le commissaire aux comptes dit « on a reclassé », non, ce n'est pas le commissaire aux comptes qui a reclassé. La banque l'a déjà fait. Donc, l'expert comptable, il suit ce que la banque lui dit. Et quand il interroge la banque lui dit il y a 3 millions, dont 2 millions de court terme, je vais les reprendre en court terme, l'expert comptable. OK? Donc, ça, c'est la deuxième chose. La même chose dans les protocoles, ce que dit Marianne, c'est exactement la même chose. On sait très bien que on ne va jamais faire sauter un protocole s'il y a des clauses qui ne sont pas respectées. Ça permet de se mettre autour de la table et puis dire, écoutez, OK, je vais fermer les yeux, ça fait 3000 balles. Hein, mais je veux dire, il faut quand même le savoir. Et je trouve par contre l'idée d'Éric de diminuer la durée des mandats à l'exécution, c'est une très très bonne chose. Parce que ça, c'est confirmé. Tant que le dossier reste en période, c'est suivi par les affaires spéciales. Donc, il n'y a pas de nouveau financement, il n'y a rien. Quand il revient à l'exploitation, pendant 1 an, on reste un petit peu comme ça. Et après, l'exploitation prend son truc et on arrive à refaire des financements. Voilà ce que je voulais dire au point de vue expérience. Pas d'autres questions? Écoutez, je vous remercie et je remercie surtout les intervenants à cette table ronde. Avant toute chose, merci beaucoup au professeur Nicolas Borga, à maître Disbeck et maître Courtier pour leur très gentille invitation à ces assises. Et c'est un privilège plutôt du bas de mon jeune âge que d'y être. Qui plus est, aux côtés de maître Charlotte Faure, administratrice judiciaire, Charles Croze, avocat, et Ludivine Sapin, administratrice aussi judiciaire. Alors encore une fois, merci. Quelques mots introductifs, plutôt plusieurs en réalité. Ces assises portent sur un sujet, il est vrai, qui est audacieux et complexe. Alors ne serait-ce que parce que appréhender le groupe, on n'en a pas tant parlé que ça, mais appréhender le groupe, c'est déjà une tâche bien difficile, tant il est partagé entre une réalité économique certaine et une réalité juridique plutôt défaillante. Mais le sujet qui nous est confié, il l'est peut-être encore davantage. Alors, intérêt social, intérêt du groupe, intérêt des actionnaires, comment trouver l'équilibre? Bien évidemment, on perçoit
instinctivement l'intérêt du questionnement, puisque lorsqu'est mise en place une procédure préventive, l'objectif va être de désamorcer les difficultés présentes ou éventuelles en ménageant autant que faire se peut les intérêts en présence afin de parvenir à cet objectif. Or, lorsque ces procédures visent une ou plusieurs sociétés membres d'un groupe, voire toutes les sociétés qui le composent, vont venir s'ajouter aux intérêts traditionnels qu'il faut conjuguer, les intérêts des créanciers, des fournisseurs, et bien des intérêts intrinsèques au phénomène de groupe, alors que l'on pense sans exhaustivité l'intérêt de la société mère, l'intérêt de la filiale, l'intérêt des actionnaires de chacune de ces sociétés, l'intérêt des autres sociétés du groupe, voire l'intérêt du groupe dans son ensemble sur lequel peut rejaillir ces difficultés. De fait, l'aménagement de ces intérêts est inévitable pour tenter de parvenir à la prévention des difficultés. Mais le questionnement, trouver cet équilibre, s'il est pertinent, est peut-être plus dur, car en réalité, les termes du sujet sont complexes, voire, diraient certains, impossibles à résoudre. En premier lieu, cela a été très peu dit dans les tables rondes précédentes, mais peut-être parce que c'est le regard d'universitaire. Déjà, qu'est-ce qu'un groupe ? On ne sait pas forcément ce qu'est un groupe. En tout cas, on dit souvent qu'il y a autant de définitions du groupe qu'il y a de branches du droit, et au sein des procédures collectives, on pourrait trouver qu'une seule définition au niveau de la compétence des TCS, mais pour autant, ce n'est pas une définition du groupe, c'est juste une délimitation de la compétence du TCS, ce qui fait que la question reste entière. Alors cela étant, tout le monde voit à peu près ce qu'est un groupe et ça pose pas trop de difficultés, la question étant davantage celle de déterminer son étendue en réalité, plus que son existence. Mais en second lieu, quand le groupe est cerné, il faut articuler, pour trouver un équilibre dans son cadre, des intérêts qui sont particulièrement troubles. Alors ici, on s'est limité à intérêt social, intérêt des actionnaires, intérêt du groupe. Eh bien, nous pourrions mettre n'importe qui au défi de donner une définition de ces intérêts que l'on ne risquerait pas grand-chose à parier, que la définition donnée serait largement discutable. C'est qu'en réalité, ces intérêts sont tout à la fois difficiles à cerner et qu'ils sont aussi bien souvent opposés, ce qui rend leur articulation plutôt complexe au sein des procédures collectives. À s'arrêter à la seule théorie juridique, on mesure que le flou règne. Qu'est-ce que l'intérêt des actionnaires ? Alors, à l'université, on enseigne que c'est l'intérêt commun des actionnaires, suivant la doctrine de Dominique Schmitt, et donc là, ça va, on s'entend à peu près dessus. Et ensuite, qu'est-ce que l'intérêt social ? Est-ce l'intérêt des actionnaires, auquel cas c'est assez simple d'aligner intérêt social et intérêt des actionnaires ? Est-ce l'intérêt de la société distinct de celui des actionnaires ou encore l'intérêt de l'entreprise? Et dans ces hypothèses, on voit bien apparaître la difficulté de les concilier. Et que dire encore de l'intérêt du groupe? Alors pour certains, dont je confesse faire partie, cet intérêt n'existe absolument pas en réalité, mais se fond dans d'autres intérêts. Et pour ceux qui considèrent son existence, l'intérêt du groupe varie. Il est soit celui de la société mère, soit celui de chacune des sociétés qui composent le groupe, soit celui transcendant, supérieur du groupe. Puis il faut dire que cet intérêt, d'ailleurs, n'est pas le même suivant le groupe concerné. On ne peut pas appréhender de la même façon un groupe intégré avec un groupe qui n'est pas intégré, un groupe fermé avec un groupe qui ne l'est pas. Donc, mais cela étant, dans tous les cas, quand on évoque l'intérêt du groupe, on entend une forme d'intérêt qui dépasse l'intérêt social ou l'intérêt des actionnaires et qui permettrait de faire exception à ces intérêts, voire exception à certaines règles du droit des sociétés, voire du droit des procédures collectives. Et la jurisprudence en use, que l'on pense des soutiens financiers validés vers des filiales en difficulté, alors même que, a priori, ça serait contraire à l'intérêt social, des solutions différentes pour déterminer la confusion des patrimoines ou encore relativiser l'indépendance des procédures. Donc, théoriquement, le flou règne et en pratique, c'est encore pire. Si l'on s'en tient, par exemple, qu'à l'intérêt des actionnaires, c'est envisager un lot d'opposition. L'intérêt des actionnaires, mais quel actionnaire ? Il y a l'intérêt de la société mère en tant qu'actionnaire, son propre intérêt en tant que société, l'intérêt des actionnaires de la société mère et éventuellement de la filiale et des sœurs, l'intérêt des actionnaires minoritaires au sein de chacune des sociétés. Et lorsque, par exemple, vient un soutien financier apporté par une société mère à une filiale en difficulté,
eh bien certains vont revendiquer pour soutenir ce soutien, sans mauvais jeu de mots, l'intérêt du groupe, et quand les autres vont opposer l'intérêt social de la société qui apporte, voire l'intérêt des actionnaires, ce qui fait que chacun de ces trois intérêts devient en fait une cause de défense de chacun des autres intérêts en cause, ce qui rend leur articulation bien plus complexe. Alors, ce tableau dressé à grands traits peut donc donner le tournis, mais je ne terminerai que par là le mot introductif. Il faut peut-être le remettre en perspective toutefois avec les évolutions assez récentes du droit des sociétés qui, au fond, peut-être, mais vous me direz sûrement le contraire, peuvent permettre un alignement des intérêts. C'est qu'il ne faut pas oublier que depuis la loi Pacte du 22 mai 2019, on a un nouvel alinéa 2 à l'article 1833 du Code civil, suivant lequel la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux socio-environnementaux de son activité. Eh bien, cet article consacre, quoi qu'on puisse en dire, l'intérêt social comme intérêt de l'entreprise, conformément à ce qu'on appelle l'école de Rennes, à ce que a pu dire et écrire Jean Paillousseau. Et cette consécration n'est pas sans incidence sur le sujet, d'abord parce qu'elle fait converger le droit des sociétés et le droit des entreprises en difficulté. Désormais, les deux, en finalement, poursuivent la même chose, l'intérêt de l'entreprise, à savoir sa pérennité, ou du moins son existence, son maintien. Et ensuite, parce que l'intérêt de l'entreprise conçoit l'intérêt social à long terme, et à long terme, tout le monde a intérêt au maintien de l'entreprise en réalité. Le groupe, la société elle-même, les actionnaires, qu'ils soient minoritaires ou non, chacun a intérêt à la prospérité de l'entreprise. Enfin, parce que, alors qu'auparavant l'intérêt du groupe était un prétexte, en jurisprudence notamment, pour essayer d'appréhender l'intérêt social dans une perspective à long terme, parce que le droit des sociétés commandait traditionnellement une approche à court terme, centrée sur les actionnaires, et aujourd'hui, si l'on dit que l'intérêt social, c'est l'intérêt de l'entreprise, en réalité, il n'y a plus d'opposition entre intérêt du groupe et intérêt des actionnaires. Au fond, c'est dire que, cependant, les tensions sont quand même rudes entre convergence et divergence, et se poser la question de comment trouver l'équilibre, c'est s'en poser plusieurs autres. C'est au fond, où est cet équilibre? Est-ce qu'on peut y parvenir? Peut-on au fond aligner ces intérêts? Est-ce qu'il existe éventuellement au stade des procédures préventives, des procédures amiables, des mécanismes à cette fin? Et si cela n'est pas possible, comment on doit trancher entre ces divers intérêts? Alors par chance, toutefois, nous avons la chance de compter des experts autour de la table pour nous écuyer un peu dans ce marasme et qu'il me soit permis encore de les présenter, même si vous les connaissez, Maître Charlotte Faure, administratrice judiciaire, Maître Charles Cros, avocat, et Maître Ludivine Sapin, administratrice judiciaire. Et commençons donc sur ce sujet par une première question dont, à vrai dire, la réponse pourrait tout résoudre, et on pourrait s'arrêter là. Existe-t-il, au stade des procédures préventives, entendues ici comme les procédures amiables, des mécanismes qui permettent d'aligner ces trois intérêts, si ce n'est d'ailleurs plus, en réalité? Maître Ludivine Sapin, si vous avez des éléments de réponse. Merci. Merci pour cette introduction. Bonsoir à tous. Donc, je vais me concentrer sur les mécanismes négociés puisque Charles Cros et ma consoeur Charlotte Faure évoqueront des mécanismes de forcé de contrainte sur lesquels, évidemment, je n'y passerai pas plus de temps. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que les alignements de ces intérêts, actionnaires, groupes, sociétés, devraient être naturels, puisque tous, dans un certain sens, ont besoin de préserver l'activité de l'entreprise et sont soucieux de préserver l'activité de l'entreprise. Mais quand on parle de difficultés financières, quand on traite les difficultés d'un groupe, eh bien effectivement, les intérêts divergent, y compris au sein d'une même communauté d'intérêts naturels qui sont les interlocuteurs directs premiers de l'entreprise, les actionnaires, les obligataires, les sociétés prises en individualité, mais également les sociétés prises dans le sens d'un groupe. Donc, comment faire converger ces intérêts? Nous, on tient beaucoup à la notion d'effort partagé, puisque dans le cadre de discussions amiables, c'est la seule notion qui permet d'arriver à faire converger ces intérêts pour arriver à conclure un protocole d'accord dans l'intérêt de toutes les parties. La notion d'effort partagé, elle paraît très simple, mais elle n'est pas si simple à mettre en œuvre. Et c'est vrai que quand on a
en tête les discussions de la précédente table ronde, on peut se dire qu'effectivement, entre les créanciers tiers et les créanciers proches du groupe, eh bien, on a déjà une difficulté à rassembler ces intérêts. Alors, comment rassembler ces intérêts dans le cadre des discussions avec les actionnaires, avec les obligataires, avec les sociétés en elles-mêmes, avec le management? C'est une autre difficulté. Et la notion d'effort négocié permet en général d'effort partagé, permet en général de rassembler ces intérêts. Alors, je ne parle pas des efforts des créanciers tiers, hein, évidemment, qui doivent aussi, notamment s'agissant des créanciers bancaires, hein, jouer leur rôle hein, dans le partage des responsabilités et le partage des efforts. Mais vous avez l'effort des obligataires. Alors, on parle d'actionnaires aujourd'hui, mais les obligataires ont une qualité un peu hybride. Pour les obligataires, ce sont des créanciers, mais pour les créanciers tiers, ce sont des actionnaires ou des semi-actionnaires. Donc, cela diffère entre les obligations simples et les obligations convertibles. Mais néanmoins, les créanciers obligataires sont quand même assimilés dans le cadre de nos procédures amiables à des créanciers actionnaires proches du groupe. Donc, quels sont les efforts qui sont sollicités auprès des obligataires, comment les mettre en vigueur par rapport aux efforts des créanciers bancaires et aux efforts des actionnaires. Alors, dans les efforts partagés, il y a aussi l'effort de l'entreprise, de la société, à présenter un plan de restructuration crédible, cohérent, notamment à ses créanciers tiers, mais aussi à ses créanciers actionnaires, pour qu'ils puissent avoir confiance dans la capacité du groupe à aller présenter un plan de restructuration et mener une restructuration pérenne. Il y a également la situation des filiales à traiter. On en parlait, on parle de la notion de groupe. La notion de groupe, elle est utilisée fréquemment dans le cadre de groupe in bonis où finalement cette notion de groupe prévaut, alors même que quand on traite les difficultés des entreprises, cette notion de groupe, elle doit être appréhendée différemment. Quel est l'intérêt des sociétés individuelles du groupe à finalement partager les efforts avec leurs sociétés sœurs, que ce soit des sociétés françaises ou encore moins parfois des sociétés étrangères? Comment le management va construire un plan de restructuration qui va à la fois préserver l'activité de certaines filiales et puis peut-être désolidariser le sort d'autres filiales? Et c'est vrai que c'est des notions beaucoup plus fines qu'on approche quand on traite les difficultés des entreprises en procédure amiable. Et de surcroît en procédure collective, c'est qu'en fait, l'intérêt social doit être préservé, mais la logique parfois des actionnaires est de dire non, moi je veux préserver le groupe dans son ensemble. Alors, pour plusieurs motivations, peut-être la volonté d'aller céder une branche d'activité déficitaire, mais pour lequel des acquéreurs existent et qui pourraient venir présenter une solution de reprise in bonis. Donc, il est important de conserver une branche d'activité au sein de groupe à cette fin, peut-être, et on l'a évoqué dans la précédente table ronde, parce qu'il y a des relations croisées entre les sociétés d'un même groupe, que certaines sont prestataires, fournisseurs d'autres sociétés, et que finalement cette logique de groupe, elle doit prévaloir, y compris dans le cadre d'une restructuration, et peut-être aussi la volonté d'un actionnaire, eh bien, d'aller conserver son groupe, peut-être dans l'idée de le revendre, mais de le conserver dans son intégralité. Et c'est là que les intérêts s'opposent, puisqu'effectivement, notamment pour des créanciers tiers et même des créanciers obligataires, c'est de dire quel est mon intérêt, moi, créancier du groupe tiers, créancier obligataire, d'aller continuer à financer ou soutenir des sociétés qui sont déficitaires ou non contributives au redressement dans son ensemble. Donc, on a plusieurs cas de figure, des cas très pratiques auxquels je pense. On a la situation d'un groupe de sociétés françaises constitué d'une 50aine de sociétés, individuellement pas très importantes, mais néanmoins existantes, sur lesquelles les créanciers bancaires sont à peu près tous engagés, alors un peu différemment selon les expositions, mais tous engagés. La volonté de l'actionnaire est de dire non, moi, mon groupe, je l'ai construit de cette manière-là, j'ai 2 branches d'activité et je dois continuer à fonctionner dans cette logique de groupe. J'ai des fournisseurs, je suis client par ailleurs. Donc, comment je peux maintenir dans ce même périmètre l'ensemble des sociétés, à l'exception de quelques-unes? Là, la notion d'effort partagé, elle s'impose. C'est pas les créanciers bancaires qui vont aller soutenir des filiales structurellement déficitaires, sauf finalement à vouloir espérer d'être remboursés de leur concours malgré tout. Et là, l'effort partagé, c'est l'effort de l'actionnaire d'aller refinancer son groupe
pour pouvoir garder dans un ensemble uni l'ensemble du périmètre. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Les actionnaires peuvent ne pas avoir la possibilité de soutenir, ne pas avoir la volonté de soutenir. Vous pouvez avoir des actionnaires minoritaires qui s'opposent à des financements. Donc la question d'effort partagé là est mise à mal, puisque un créancier majoritaire va dire moi je finance, mais je veux aussi que mon actionnaire minoritaire finance. C'est un effort conjoint pour maintenir la valeur. Et donc effectivement, voilà, cette notion d'effort partagé peut être mise à mal dans ces mécanismes négociés. Autre situation, vous pouvez avoir un groupe international, un actionnaire étranger, des filiales françaises et puis des filiales américaines sur une autre branche d'activité. Bon, les banques françaises sont engagées sur les sociétés françaises. L'actionnaire étranger, ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Lui, il veut conserver son groupe parce qu'il a dans la tête d'aller vendre la branche d'activité américaine. Et donc, il va demander à ses partenaires bancaires et ses obligataires, qui étaient aussi partie prenante aux discussions, d'aller soutenir dans le cadre d'un accord de restructuration globale. Bon, il se trouve que ces filiales étrangères, elles étaient non contributives, et consommatrices de cash et de cash français. Donc, effectivement, la question qui s'est posée, c'est de dire dans quelle mesure on va pouvoir continuer à maintenir une unité de groupe, alors même que les sociétés françaises n'ont pas du tout intérêt à aller soutenir en prestations groupe impayées les filiales étrangères. L'actionnaire, il a peut-être intérêt à aller financer la partie française, mais en même temps, est-ce qu'il a intérêt aujourd'hui à soutenir la partie étrangère, alors même que les créanciers français sont soucieux de l'utilisation du cash et préfèrent voir le cash rentrer dans le périmètre français. Donc, la solution qui a été trouvée, c'est encore la notion d'effort partagé, c'est qu'en fait, c'est l'actionnaire qui a abondé en compte courant pour aller financer l'ensemble des deux activités, sous réserve évidemment qu'un plan de restructuration crédible au niveau des filiales étrangères lui soit présenté pour maintenir sa confiance et crédibiliser ses apports financiers et son financement au profit de l'ensemble du groupe. Donc, ces efforts partagés, c'est ceux qui permettent, dans la phase amiable, de trouver un accord global pour pouvoir aller sécuriser l'ensemble de la situation d'un groupe, alors même que les intérêts seraient divergents et effectivement sur lequel les créanciers, à la fois du groupe et à la fois tiers, seront soucieux de voir protéger leurs propres intérêts. Donc, on se dit quel intérêt finalement doit prévaloir. Nous, on pense qu'au stade des procédures amiables, c'est la préservation de la valeur pour tous. Et c'est le seul intérêt qui finalement peut conduire à rassembler les volontés, les financements et les points d'action pour les faire converger dans le cadre d'un protocole d'accord unique. L'intérêt des obligataires à se faire rembourser, l'intérêt des sociétés d'un groupe à fonctionner toujours dans cette logique de groupe, l'intérêt des actionnaires à préserver leurs valeurs pour peut-être les céder ou céder son groupe dans un second temps. Donc en fait, c'est nous, professionnels, on est soucieux de porter ces messages dans le cadre d'édition pour dire si vous voulez préserver la valeur, il va falloir faire des efforts conjoints, partagés, efforts partagés, et c'est la seule notion qui nous permet, dans un cadre amiable et négocié, d'aller trouver des solutions pour pouvoir approcher la possibilité de conclure des protocoles d'accord. Alors, c'est pas aussi simple, et c'est pour ça qu'il existe des mécanismes plus contraignants, judiciaires ou parajudiciaires, dont Charles Cros et Charlotte Faure vont parler par la suite. Merci. Donc, en fait, ce qu'on comprend surtout, c'est que dans les procédures amiables, c'est surtout de l'humain, en réalité, très peu de droits, ou en tout cas peu de droits qui puissent être utiles. Et justement, quand il n'y a pas de droits, c'est là qu'on a généralement les difficultés, même si parfois l'absence de droits permet de résoudre les difficultés. Là, c'est peut-être ce qui crée en réalité des difficultés, peut-être dans l'articulation et lesquelles et comment on peut les surmonter. Et là, je crois que ce sera en tandem un petit peu entre Maître Cros et Maître Faure. Oui, merci. C'est effectivement moi qui commence. Bonsoir à tous. Alors, la question qui m'était impartie, c'est celle de savoir si les mécanismes qui ont été évoqués par Ludivine pour permettre d'aligner les intérêts en présence, donc l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt des actionnaires et l'intérêt du groupe, sont aisément susceptibles d'être mis en œuvre. Est-ce que c'est facile d'y parvenir et
concrètement, on comprend en filigrane que la question, c'est quelles sont les limites quand ces mécanismes amiables qui ont été présentés à l'instant peuvent éventuellement s'avérer insuffisants. Donc, c'est de donner un peu l'œil pratique vu de l'avocat confronté à ces mécanismes-là. Alors, peut-être commencer déjà un mot pour expliquer que la tentative d'alignement de ces différents intérêts qui sont pas toujours pleinement alignés, même loin de là, elle se fait effectivement à différents stades dans le cadre d'une procédure de prévention. Elle se fait en amont de la procédure de prévention, elle se fait pendant la prévention, et puis elle se fait évidemment au terme de la prévention. Et il y a effectivement un aspect assez chronologique, assez logique, sur lequel je voulais effectivement dire quelques mots. La première phase, c'est la phase d'amont. La phase d'amont, c'est souvent la phase effectivement des conseils de l'entreprise, des conseils du groupe. Et lorsqu'on envisage effectivement l'ouverture d'une procédure de mandat de conciliation pour une ou pour plusieurs sociétés, on sait que nécessairement cette notion d'effort partagé qui a été rappelée par Ludivine tout à l'heure va contrarier les intérêts en présence. C'est assez évident que l'intérêt de l'entreprise objet de la procédure est de ne pas temporairement rembourser les sommes qui lui sont dues et que c'est évidemment spontanément contradictoire avec, par exemple, l'attente du créancier actionnaire qui a une créance de compte courant et qui va peut-être souhaiter effectivement obtenir son remboursement. Donc, sur la mise en œuvre concrète de l'alignement de ces intérêts, le premier temps dans lequel on travaille, c'est effectivement le temps d'amont lorsqu'on prépare la procédure et on essaye de s'assurer en amont que ces contrariétés d'intérêts assez évidentes entre la société, entre les actionnaires et entre les autres structures du groupe sont susceptibles d'être aménagées et de vivre ensemble. Donc, on anticipe notamment des choses très évidentes qui peuvent être le fait que normalement, les créanciers du groupe vont consentir à geler l'ensemble de leurs créances sur la société objet de la procédure, puisqu'on sait tous que c'est une condition sine qua non, sans quoi les autres partenaires de la procédure de prévention n'accompagneront pas, ne gèleront pas le remboursement de leurs concours, notamment les établissements bancaires. On anticipe aussi à ce stade-là les questions effectivement de si un actionnaire porte plus l'effort de refinancement pendant la procédure de prévention, mais qu'il est minoritaire par rapport au majoritaire, qu'il faut peut-être déjà en amont, quand on a la faculté d'avoir ce temps d'anticipation, qu'il y ait une réflexion sur l'impact que c'est susceptible d'avoir, le cas échéant, sur le contrôle de main de l'entreprise, sur la gouvernance et sur la répartition des pouvoirs. Donc ça se fait effectivement à ce stade-là. Par rapport au groupe, se pose aussi la question qui a été évoquée dans la première table ronde, qui va être de déterminer aussi, pour éviter trop de contrariétés d'intérêt, sur le périmètre des procédures qui vont être ouvertes. Est-ce que c'est une société? Est-ce que c'est deux sociétés? Est-ce que c'est tout le groupe? Est-ce que c'est en incluant éventuellement les SCI? On essaye en fait d'avoir cette vision d'un plan d'action qui est fait effectivement avant même mise en œuvre des procédures. Ça se fait dans un deuxième temps, cette mise en œuvre ensuite, évidemment pendant la procédure, sous l'égide du mandataire ad hoc et du conciliateur, en présence de tous les acteurs. Et c'est aussi souvent un cadre où il y a un certain nombre de points qu'on n'avait pas pleinement anticipés et qui vont être aussi retravaillés pour essayer de retrouver le moins possible de contradictions d'intérêts, même si nécessairement les situations individuelles sont différentes. Et le dernier point, qui est souvent le point en pratique où on se rend compte en dernière minute des plus grandes difficultés à le mettre en place, c'est le moment de la rédaction effectivement du protocole, où là, on vient effectivement à traduire dans le concret cette notion d'effort partagé, on vient à prendre des engagements respectifs, et il arrive qu'à la lumière des observations de chacun dans le groupe, on se rende compte que des choses qui pouvaient sembler être relativement évidentes ne le sont en pratique pas. Donc, il y a vraiment sur cette mise en œuvre ces trois temps-là. Après, sur le comment, sur le comment on arrive à les mettre en place, on les met en place essentiellement via deux axes. Un premier axe qui va être l'axe du dialogue, c'est-à-dire qu'on va effectivement expliquer à l'ensemble des membres du groupe, aux actionnaires, majoritaires, minoritaires, aux filiales, aux autres sociétés, que si ces règles de place, si ces usages qui permettent de faire en sorte que la procédure fonctionne, aboutissent, réussissent, ne sont pas effectivement respectés, on n'arrivera objectivement à rien. Donc la phase de départ, c'était celle qui était évoquée par Ludivine, qui est une phase de négociation, de dialogue, d'explication, faite auprès de l'ensemble effectivement des acteurs pour arriver
derrière une apparence de contradiction d'intérêts, à montrer qu'on peut trouver une voie commune pour avancer au moins le temps de la procédure et idéalement ensuite pour en sortir avec un accord. L'autre moyen d'action, c'est un moyen d'action qui est un moyen basé sur des suggestions qui sont faites par les mandataires ad hoc conciliateurs, qui sont faites aussi par les conseils, et qui consiste, quand il y a un certain nombre de difficultés qu'on n'arrive a priori pas à surmonter, de faire des suggestions d'évolution, par exemple, de périmètre de procédure. On n'avait, par exemple, pas mis une société dans le périmètre des procédures de conciliation. Elle peut être amenée à faire un effort, elle a elle-même un endettement, et on va effectivement à ce moment-là peut-être évoluer et faire entrer dans le périmètre des procédures de prévention une société qui ne l'était pas initialement. On va aussi éventuellement faire des suggestions qui peuvent être sur les outils de droit des sociétés, on en a parlé aussi. En prévention, on est au carrefour effectivement de ces deux domaines-là notamment. S'il est question d'un financement par un actionnaire actuel ou nouveau à venir, peuvent se poser derrière les questions de quel est l'outil juridique, l'outil en droit des sociétés, qui sera le plus adapté pour que les intérêts initialement contradictoires le soient peut-être moins. Est-ce que c'est du compte courant? Est-ce que c'est du compte courant bloqué? Est-ce que c'est de l'obligation? Est-ce que c'est de l'obligation convertible? Est-ce qu'on va subordonner? Est-ce qu'on ne va pas subordonner? Donc, la deuxième manière d'arriver à ces efforts partagés, au-delà du dialogue, de la pédagogie, c'est effectivement de faire preuve de suggestion par l'intermédiaire de l'ensemble des professionnels qui interviennent dans ce contexte-là. Et puis le troisième élément, c'est effectivement de faire miroiter que si on ne parvient pas à un accord négocié, eh bien concrètement, on peut se retrouver sur d'autres typologies de dispositifs qui vont être mobilisés en prévention ou dans le cadre d'autres procédures, et que pour l'actionnaire, pour la filiale du groupe, pour toute autre entité qui, de près ou de loin, est liée à l'entreprise qui fait l'objet de la procédure de prévention, finalement, le traitement qui peut être réservé in fine à sa situation peut être un traitement qui est beaucoup moins bon que ce qu'il pressent, lui, par rapport aux efforts qu'on lui demande dans le cadre de la prévention. Et que finalement, la contradiction d'intérêt à laquelle on peut aboutir dans d'autres dispositifs, dans d'autres cadres procéduraux, peut être effectivement beaucoup plus difficile. Donc voilà un peu comment on essaye de mettre en place ces dispositifs et ces mécanismes que Ludivine a évoqués. Alors à la question, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est aisé? Évidemment, la réponse que je vais vous faire sera une réponse assez évidente de dire que ça dépend. Ça dépend de la configuration du groupe, ça dépend de l'entreprise, ça dépend des personnalités qui gravitent effectivement dans la restructuration qu'on met en place. Je vais revenir peut-être sur des évidences, mais il est infiniment plus simple de parvenir, me semble-t-il, par les mécanismes négociés présentés par Ludivine, à presque une concordance d'intérêts lorsqu'on a un actionnaire, une filiale et que l'actionnaire est simultanément le dirigeant. Les efforts partagés sont plus faciles à amener. Ça devient évidemment plus compliqué lorsque le groupe est plus important, lorsque le nombre d'entités est plus important, lorsque la nature de l'actionnariat est différente et lorsque on a des situations qui sont intrinsèquement et naturellement opposées par rapport aux attentes liées au groupe. Alors, dernier point, et après je passe la parole, ça fera une transition avec le propos de Charlotte, c'est de dire que si ces mécanismes négociés, on parvient à les mettre en place par le dialogue, par la suggestion, par la pédagogie, et que usuellement on parvient évidemment et heureusement à des accords, il y a quand même un certain nombre de situations où malheureusement on n'y parvient pas, y compris dans des rapports intragroupes. Et il y a des cas où la négociation, elle présente ses limites, c'est assez évident, et se pose donc la question dans la prévention, dans le mandat ad hoc suivi souvent d'une conciliation, de comment on fait quand on n'y arrive pas par le consensus. Et y compris dans des hypothèses intragroupes, on peut être amené à mettre en place, dans ce cas-là, un dispositif que vous connaissez, qui est le dispositif des délais forcés ou des reports d'exigibilité. Je vise évidemment l'article L611-7, alinéa 5 du Code de commerce. Alors, on a usuellement plus l'habitude de voir ce dispositif-là mobilisé vis-à-vis de créanciers tiers, vis-à-vis de créanciers externes. Il arrive, et c'est possible juridiquement, et rien ne s'y oppose, qu'on soit contraint d'user de ce dispositif
dans un contexte de rapport intragroupe, et pour être concret et donner un exemple, dans le cadre de rapports qui peuvent être entre la société objet de la procédure et un actionnaire qui soit majoritaire, minoritaire, quelle que soit sa situation, mais qui, lui, ne veut pas suivre l'effort commun qui est de nature à permettre à la procédure d'aboutir favorablement. Donc, pour donner un exemple très concret, un actionnaire minoritaire qui, pour une raison qui lui est propre, viendrait à refuser de geler très simplement sa créance de compte courant, alors que l'ensemble des autres actionnaires y consentent, eh bien, lorsque les mécanismes négociés présentent leurs limites, on a à notre disposition et on met en œuvre ces dispositifs-là pour contraindre cet associé dit récalcitrant et parvenir, en dépit du fait qu'il est opposé, à la restructuration globale qui, normalement, est censée être, autant que possible, un réalignement des intérêts de l'ensemble, que ce soit les intérêts des actionnaires, que ce soit l'intérêt de l'entreprise objet de la procédure, et souvent aussi des autres sociétés du groupe, pour que la globalité puisse continuer à perdurer. Voilà ce que je pouvais dire brièvement, vu le temps imparti, sur la question qui m'était posée, mais je pense qu'il y a d'autres dispositifs que Charlotte avait prévu d'évoquer dans d'autres contextes, si jamais ce mécanisme négocié ne parvient pas à donner satisfaction à tous. Merci, Maître Crosby. Oui, je donne directement la parole à Maître Florent. Donc, dans le monde de l'amiable, l'actionnaire va beaucoup s'exprimer à travers la gouvernance. Il a des droits politiques, même des droits parentaux, on pourrait dire, sur l'entreprise. Et évidemment, dans la limite et sous le spectre de la... donc, il y a à la fois ces droits parentaux, mais en même temps, il y a la crainte, le spectre de l'immixtion et de la direction de fait. Et donc, pour arriver à ce que l'actionnaire soit présent sous l'angle de la gouvernance, pardon, je reprends mon propos, c'est qu'il va pouvoir exercer, s'il est créancier encore plus, mais une influence dans la solution. Et il a la main, en fait. L'entreprise, donc sa gouvernance et donc son actionnariat final, a la main dans nos dispositifs de prévention au sens large, conciliation, sauvegarde accélérée notamment et sauvegarde même, puisqu'il n'est pas possible de faire de plan concurrent, à part en redressement judiciaire. Donc, le dispositif, il est d'abord pensé pour que la gouvernance et donc l'actionnariat en place trouve une solution par elle-même. En revanche, c'est pas un blanc-seing parce qu'on attend de l'actionnaire qu'il contribue à la solution, et ça, c'est parce que la négociation va le forcer à apporter sa pierre à l'édifice et à répartir l'effort, comme en parlait ma consoeur juste avant. Donc, le droit donne la main à la gouvernance et à l'actionnariat en place, oui. Néanmoins, en redressement judiciaire, les plans concurrents sont à nouveau possibles. Mais là aussi, ça peut être une stratégie pour l'actionnaire. Parce que s'il y a un actionnaire dissident qui ne partage pas la vision de la gouvernance, eh bien, à travers son droit de créance en redressement judiciaire, il a la main et c'est une porte d'entrée pour présenter une solution alternative si la gouvernance ne suit pas sa ligne. Donc, c'est pour ça que je parlais d'équilibre subtil. Et puis, avant de passer au dispositif forcé, il faut aussi rappeler qu'il y a un dispositif de protection de l'actionnaire dirigeant PME. C'était assumé dans le dispositif d'abord européen et puis ensuite dans la transposition, puisque je ressortais les textes en préparation. Dans les PME, ce régime de protection de l'actionnaire, il s'exprime parce que le plan, selon la directive, doit, aux fins de sa mise en œuvre, prévoir la possibilité pour les détenteurs de capital de PME, la possibilité que leur contribution soit non monétaire. C'est-à-dire que la directive à son époque disait, pour un dirigeant PME, eh bien, la contribution peut être non monétaire. Ça trouve sa transposition dans l'article 626-30-2, qui prévoit que les détenteurs de capital du débiteur, s'ils sont affectés par le projet de plan, peuvent apporter une contribution non monétaire, notamment en mettant à profit leur expérience, leur réputation ou leur contact professionnel. Ça nous avait laissé un peu interrogatif quand on avait lu le texte de transposition. Et on retrouve cette protection de l'actionnaire PME, pour l'appeler comme ça, de l'actionnaire dirigeant PME même, dans la dérogation à la priorité absolue, quelques articles plus tard, puisque on nous dit que lorsque les dérogations à la priorité absolue sont nécessaires,
eh bien, une dérogation peut être consentie, et c'est notamment le cas pour le traitement des détenteurs de capital. Et donc, on fait le lien avec le dispositif de faveur dont je parlais. Donc ça, c'est intéressant pour dire que l'actionnaire doit contribuer. Il y a la notion aussi, évidemment, de contribution aux pertes. Donc, le réflexe, c'est de dire il doit contribuer monétairement. Mais il y a aussi cette idée que on a conscience qu'il y a des hommes ou des femmes clés dans des entreprises et ça peut constituer la meilleure garantie d'exécution du plan au-delà d'un apport parfois symbolique en termes financiers. Donc ça, c'était pour les droits et la protection. Alors, je ne parle pas du pré-accession, on n'a pas le temps, mais le pré-accession ou même la cession homologuée de filiale en amiable est un dispositif de protection, y compris de l'actionnaire. Alors, c'est un peu moins vrai, on va en parler, puisque la jurisprudence récente nous dit que finalement, il n'y a pas d'obligation pour l'actionnaire de se soucier de la viabilité de la solution de reprise. Bon, certes, sur les pouvoirs de contrainte maintenant. Donc, on le sait tous, la réforme a été une révolution culturelle vis-à-vis de l'actionnaire, puisqu'on est passé du sacro-saint droit de propriété de l'actionnaire propriétaire qui ne pouvait pas être dépassé, à une logique d'actionnaire, cette fois-ci créancier, traité comme les autres, et qui peut se voir forcer la solution à son encontre comme les autres. Comme les autres, pas tout à fait quand même, puisque pour passer le cut de la constitutionnalité, le dispositif a eu besoin de garde-fous, et le premier d'entre eux, c'est que imposer un plan à un actionnaire, oui, mais uniquement dans les grandes entreprises, puisque il faut atteindre des seuils de 150 salariés ou 20 millions de chiffre d'affaires. Donc on voit bien que là encore, on retrouve le dispositif de faveur pour les actionnaires dirigeants PME qui sont protégés, puisque l'application forcée interclasse ne peut pas jouer contre eux. Des conditions supplémentaires, d'être out of the money, ça peut être contesté, mais c'est quand même un point de contrôle du tribunal. Le DPS, donc le droit préférentiel de souscription, doit être maintenu. En fait, il ne faut pas voir ce dispositif, je pense, comme une expropriation, c'est plus un dispositif qui peut permettre une dilution massive. Voilà. Mais pas une expropriation au sens que la cession forcée des titres n'est pas possible, c'est d'ailleurs la dernière des conditions. Là où c'est, sur le plan juridique, une révolution aussi du point de vue du droit des sociétés, c'est que pour la première fois dans notre dispositif de droit des entreprises en difficulté, la décision du tribunal vaut délibération de l'AG, en fait. Donc le tribunal devient un organe délibérant là où la jurisprudence y a été refusée, même dans des cas d'abus de minorité ou des anomalies tout à fait établies. Jamais le droit n'est allé aussi loin, et c'est pour la première fois le droit des sociétés qui s'infléchit devant le droit des entreprises en difficulté. Là aussi, j'ai ressorti les considérants de la directive qui l'assumaient, en disant à son considérant 96 que l'efficacité de la procédure d'adoption et de mise en œuvre du plan de restructuration ne pourra pas être mise en péril par le droit des sociétés. Donc, de ce point de vue-là, on voit bien que l'actionnaire est devenu, et à travers lui, l'organisation sociale de la société, est devenu un espace qui doit être au service de la solution et qui ne peut plus la bloquer. Alors, sur l'interclasse Cramdown, on en a parlé. Je pense qu'on commence à avoir un petit peu de recul néanmoins sur le dispositif. Il y a quelques décisions qui nous ont fait réagir. Je pense à cette décision de Pontoise où des créanciers avaient fait l'objet d'abandon forcé pour, je crois, près de 90%, sans que l'actionnaire ou les actionnaires ne soient soumis aux classes, c'est-à-dire que ni les créances ni leurs droits dans le capital n'étaient contraints par le plan. Il y a eu beaucoup de réflexions autour de ça, et on a vu d'ailleurs que c'était peut-être pas un raté, en tout cas une volonté du texte, puisque le texte n'oblige pas d'affecter les actionnaires. Il dit simplement, quand les actionnaires sont affectés, eh bien, la priorité absolue va jouer vis-à-vis d'eux. Mais s'ils ne sont pas affectés, la priorité absolue n'est d'aucun secours. De la même façon, les recours sur les classes, a priori, alors il y a des débats, mais a priori, les recours juge-commissaire sur l'appartenance et l'attribution des droits de vote ne permet pas d'aller critiquer le fait qu'une classe ne soit pas constituée. Vous pouvez critiquer la vôtre, mais pas celle qui n'est pas faite. Et puis le dispositif, le recours sur le plan qui doit être examiné au même moment que l'examen du plan par le tribunal,
c'est un champ extrêmement limité. C'est le meilleur intérêt des créanciers qui peut être vu ou dans le pire des cas, la valeur ongoing. Mais ça n'est pas le fait que l'actionnaire ne soit pas affecté. Le seul espace pour critiquer ça, ce serait le recours post-adoption du plan, mais pour le dire un peu trivialement, ça fait une belle jambe à celui qui le fait puisque le plan est adopté. Donc au pire, ce sera indemnitaire, mais ce ne sera pas une réparation par l'affectation a posteriori des droits des actionnaires. Voilà, on pourrait en dire beaucoup. Je m'arrête là parce qu'on a largement dépassé, je crois, notre créneau. Merci beaucoup. Alors, pour les actionnaires, la dilution dans les classes, dans les faits, c'est une éviction. Si on regarde l'affaire Orpea, le fait d'avoir juste enlevé d'avoir mis un droit de priorité à guise de droit de préférence, ça fait que quand même les actionnaires à la fin des fins avaient plus beaucoup. Juridiquement, c'est pas une exclusion, mais dans les faits, oui. On avait prévu d'envisager les risques et responsabilités, mais le temps est un peu compté. Simplement en amont, généralement, notamment dans tout ce qui est procédure de conciliation, on va avoir la question des soutiens financiers qui vont être effectués par la société mère auprès de la filiale. Et on dit toujours qu'il faut faire en sorte que ce soutien financier apporté par la société mère à la filiale soit conforme à son intérêt social. Et on dit aussi, c'est une forme d'un peu de légende urbaine, c'est pas grave si c'est contraire à l'intérêt social de la société qui apporte, du moment que c'est conforme à l'intérêt du groupe. En somme, le soutien qui serait apporté à la filiale pourrait être justifié par l'intérêt du groupe. On invoque le fait justificatif pour expliquer ces relations financières, le fait justificatif de l'intérêt du groupe. On tire ça de l'arrêt Rosenblum en matière d'abus de biens sociaux, parce que c'est un des risques que je voulais évoquer, mais que j'évoquerai pas. En réalité, si on regarde toute la jurisprudence, en matière de procédure collective, jamais elle ne parle d'intérêt du groupe, à aucun moment. C'est systématiquement la seule chose qui compte, c'est l'intérêt social de la société qui apporte simplement cet intérêt, parce que vous êtes dans le cadre d'un groupe, s'apprécie différemment. Par exemple, entre sociétés sœurs, jamais la Cour de cassation n'a admis la justification d'un soutien qui porterait atteinte à l'intérêt social d'une des sociétés, parce qu'il n'y a pas de liaison technique entre eux. En revanche, dans une structure, dans le cadre vertical, si par ailleurs c'est suffisamment intégré, la Cour de cassation est plus apte à dire bon, en fait, votre intérêt social est effectivement lié à celui de votre filiale. Donc, si votre filiale va bien, c'est votre propre intérêt social qui va bien. Jamais, en fait, vraiment en tout cas, dans tout ce que j'ai pu lire, et croyez-moi, j'en ai quand même lu un peu, pas mal, jamais la Cour de cassation dit, bon, c'est contraire à votre intérêt, mais il y a l'intérêt du groupe, c'est génial, vous ne serez pas responsable. Systématiquement, elle dit, en fait, en réalité, c'est conforme à votre intérêt, parce que si vous sauvez votre filiale, votre activité va continuer. Voilà, c'était ce que je voulais aborder, mais il y a quand même un mouvement jurisprudentiel en procédure collective, alors on déborde un peu, mais qui est de dire, de prendre en compte dans l'intérêt social l'intérêt du groupe, parce que justement l'intérêt social rejoint l'intérêt du groupe, surtout au stade du plan, en fait, de l'adoption du plan. Quand on a une solution de sauvetage, c'est de logique et cohérent économiquement de prendre en compte les moyens du groupe et donc de considérer la situation d'entreprise dans l'ensemble auquel elle appartient. En revanche, il est vrai que dans les situations pathologiques ou dans les situations où on est au stade de l'incertitude, voire de la liquidation judiciaire, il est vraiment nécessaire que le traitement soit au niveau social, parce que là, c'est une question de sécurité juridique. Mais il y a un début quand même de frémissement, de prise en compte de l'intérêt du groupe au stade de la solution dans les plans. je ne crois pas qu'on se contredise du tout. Ce que je voulais simplement dire, c'est que, d'ailleurs c'est tout à fait juste, mais quand on dit l'intérêt du groupe, au fond, c'est prendre en compte l'intérêt de l'entreprise. Et par exemple, si vous avez une filiale qui n'a pas du tout la même activité que la société mère, qui n'a pas vraiment de lien d'interaction avec elle, on va considérer, au fond, si vous l'aidez, vous aidez pas votre propre activité. Donc, ça n'a aucun rapport avec vous, c'est contraire à votre intérêt social. Par contre, si j'aide ma filiale qui a la même activité, qui permet donc du coup d'avoir un rendement, d'un retour, là, on va dire, au fond, ça fait partie de votre propre activité et c'est là où on voit ressortir le côté de l'entreprise en fait en réalité qui justifie l'intérêt du groupe. C'est pour ça que dans les propos introductifs, je disais au fond l'intérêt du groupe, bon, pour moi ça n'existe pas parce que c'est l'intérêt de l'entreprise et que dans l'intérêt de l'entreprise rentre en compte l'activité des autres sociétés du groupe. Tout est une question de solution et d'issue favorable. Quand il n'y a pas d'issue favorable ou des zones d'incertitude, l'intérêt du groupe, il n'existe plus. Et on raisonne société par société, intérêt social, compte courant.
Évidemment qu'à un stade très anticipé, le groupe existe et il est pris en compte. Et comme le disait ma consoeur, au stade de construction d'un plan, y compris avec certaines filiales en difficulté, l'intérêt du groupe renaît. Parce que dans le cadre de la construction d'un plan global, il existe à nouveau. C'est vrai que c'est subtil. On va vous demander encore un petit instant d'attention, très très bref. D'abord parce que je voulais dire tous mes remerciements au nom de l'association à Nicolas Borga et à Benoît Courtillet pour le très très beau colloque auquel ils nous ont conviés aujourd'hui et qui sont parfaitement organisés avec un magnifique panel d'intervenants. Merci mille fois, je vous remercie de les applaudir une fois proprement.